messieurs, dames. Qu'est-ce qu'un film d'horreur, finalement? Nous sommes le 30 octobre 2025. Demain, ce sera Halloween. Demain, vous aurez évidemment en rediffusion, coucou YouTube, la vidéo sur la chaîne secondaire. Nous sommes en live sur Twitch, exprès pour l'occasion. Petit décor tamisé, cousu humain. Notre ami l'araignée, évidemment, veille sur nous derrière. Qu'est-ce qu'un film d'horreur? Parce que la question est la suivante. Beaucoup me l'ont demandé. Comment tu vas procéder pour proposer finalement un top 32 de films d'horreur? Parce que finalement, le registre de l'horreur touche énormément d'autres registres. On peut avoir de l'horreur de science-fiction, horreur psychologique, horreur thriller, horreur slasher, horreur fantastique, horreur d'anticipation. Il y a énormément de sujets d'horreur. Certains films, d'ailleurs, traitent de l'horreur ou ont de l'horreur en eux, sans forcément que ce soit un film d'horreur en tant que tel. Exemple, Les Dents de la Mer. Peut-on considérer que le film Les Dents de la Mer est un film d'horreur? C'est un film de monstre, il y a de l'horreur, c'est aussi un thriller, c'est un film d'ambiance. Des films comme Alien sont des films de science-fiction, mais effectivement, qu'on pose tellement avec l'horreur qu'on peut avoir de l'effroi. Pour moi, c'était ça l'idée. Là, ce que je vais vous proposer, c'est 32 films pour moi que j'ai adoré regarder et qui, à un moment donné, m'ont fait flipper. C'est l'idée d'avoir peur, c'est l'idée d'avoir de l'horreur, c'est l'idée d'être dégoûté, c'est l'idée qu'intérieurement, ça me propose quelque chose. Attention, je le dis aussi préambule, un petit postulat de départ, en légende, je ne suis pas un amateur éclairé de films d'horreur. Je ne regarde pas tant que ça, je ne regarde pas de torture porn, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que c'est trop gore, trop trash, ça m'intéresse pas. J'ai pas vu les Saw, j'ai pas vu les Hostel, j'ai pas vu Human Centipede, j'ai pas vu ces trucs-là. C'est pas mon style, c'est pas mon rayon, moi, ces films-là. Je suis pas très film d'épouvante. J'en ai vu, il y en a que j'aime bien, mais j'en ai pas vu tant que ça. Et il y a des classiques que j'ai pas vus, pas de mon temps, ou alors pas eu l'occasion de rattraper pour X ou Y raison. Exemple, L'Exorciste, voilà, un des pionniers du cinéma d'horreur, évidemment, qui est un des films préférés de mon daron, par exemple, que j'ai pas eu l'occasion de voir, que je connais bien, bon, j'ai vu pas mal de scènes, je l'ai étudié, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je l'ai pas vu. Par exemple, voilà, il y a des films comme ça que j'ai pas eu l'occasion de regarder et qu'il faut que je rattrape, puisque c'est aussi le but du cinéma, c'est de rattraper un petit peu toutes les lacunes. Par contre, il y en a d'autres que je vais vous proposer que vous n'auriez peut-être pas forcément mis, parce que peut-être qu'on va se poser la question, ah tiens, toi tu l'as vu comme un film d'horreur, ah moi pas tant que ça. Ah, et puis d'autres où vous allez me dire, ah tiens, toi tu ne l'as pas mis celui-là. Bah non, parce que moi je le considérais pas spécialement comme un film d'horreur. Je vois Lucas par exemple qui me parle d'Underworld. Moi la saga Underworld, notamment le premier et le troisième, j'aime beaucoup. Pour moi c'est des films fantastiques gothiques, mais c'est pas de l'horreur. Quand j'étais petit, je flippais un peu parce que les licans me foutaient la trouille, parce que j'avais peur de me faire bouffer puis qu'ils étaient imposants, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est un film d'horreur. Pour moi, c'est un beau film fantastique gothique. Dans la plus pure tradition du film fantastique gothique. D'autres peuvent être fantastiques gothiques et d'horreur. Spheratus, si tu nous regardes. Mais voilà, en fait, l'horreur, c'est aussi une question de point de vue. C'est-à-dire qu'un film d'action, c'est un film d'action. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais un film d'action, c'est un film d'action. Un film de science-fiction, c'est un film de science-fiction. Tu peux rajouter d'autres trucs autour, ça restera un film de science-fiction. Un film d'aventure, c'est un film d'aventure. Une comédie, c'est une comédie. Mais après, voilà, il y a d'autres choses qui vont au détour du propos de base. L'horreur, qu'est-ce qu'un film d'horreur pur? Aujourd'hui, il y a des films d'horreur qui sortent, on peut se poser la question. Le cinéma coréen fait beaucoup, beaucoup de films comme ça où on peut avoir des connotations horrifiques. Alors que pourtant, c'est pas forcément un film d'horreur. Moi, Blade, par exemple, Lucas, je le vois pas comme un film d'horreur. Je le vois comme un film fantastique. D'action. Fantastique d'action. Bong Joon-ho, on peut dire qu'il a plusieurs fois traité de l'horreur. Dans The Host, je trouve qu'il peut y avoir de l'horreur. Je ne l'ai pas mis dedans, parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour moi. Mais The Host, c'est un film que j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut y avoir des connotations horrifiques. Toujours est-il que, voilà, c'est un vivier énorme. C'est un vivier énorme. Alors, il y en a certains qu'il faudra que je rattrape. Je l'ai toujours en steelbook, par exemple. Il va falloir que... parce que bon, c'est pareil, je l'ai vu sans l'avoir vu. J'en ai vu tellement de parties, etc. Mais j'ai pas le souvenir de l'avoir regardé en entier. Mais en même temps, en 25 ans de cinéma, mais des films comme Hurlement ou Dog Soldiers, ou des trucs comme ce que je connais par cœur, même sans, je crois, les avoir vus de bout en bout, m'étant posé pour les regarder, mais ou alors c'était il y a très longtemps, des films comme ça peuvent être considérés comme horrifiques, au contraire de Underworld, par exemple. Les lives de Soul, ah bah les lives de Soul, c'est horrifique.
Bah, il a déjà arrêté de streamer d'ailleurs, lui. Ah non, il a encore la suggestion de collaboration. Comme si j'avais collaboré avec lui, moi. Tiens, t'as raison. T'as raison. Bref, on va commencer tout de go, messieurs, dames. Vous allez voir, il y en a littéralement pour tout le monde. Et on va commencer déjà avec deux styles bien différents. Jeepers Creepers contre Silent Hill. Silent Hill, je commence. Parmi pour moi les rares bonnes adaptations de jeux vidéo. Je peux pas dire, mais ils ont mis une sacrée belle ambiance dans le film. Il arrive à être assez flippant quand il faut être flippant. Très respectueux de l'ambiance du jeu. Pour avoir tenté de faire Silent Hill 2, le remake, là. Parce que moi, c'est pas du tout ma cam, hein, comme genre de film. Je me suis fait chier comme un rat mort. Mais pour l'avoir tenté, bah, c'est vrai que c'est assez bluffant dans la manière dont il réussit justement à récupérer cette identité du jeu vidéo. Je pense que Silent Hill a été... Ah oui, non, mais ça, c'est le début, papy. Là, t'en as vu 2 sur 32. Mais après, c'est des questions de film, papy. Je pense pas que tu puisses me regarder dans les yeux et dire Jeepers Creepers, c'est pas un bon film. Silent Hill a de très bonnes qualités. Direction d'actrice, ambiance, reconstitution de certains personnages, etc. Machin. À ça, papy, avec plaisir, par contre. Je considère que Silent Hill est un film qui vraiment en a sous le capot en termes d'adaptation cinématographique de jeux vidéo. Jeepers Creepers, la créature déjà est devenue iconique. Ça veut bien dire que le film, quelque part, dans le genre slasher fantastique, puisque là on touche à 3 genres différents, slasher fantastique, horreur, je trouve que c'est un petit film culte. Voilà. Qui ne devait pas avoir beaucoup de budget, qui a parfois des faux airs un peu de duel. Duel. Est-ce qu'on aurait pu mettre le film Duel de Spielberg dans la catégorie des films d'horreur? Bah, je pense que oui, par moment, hein, parce qu'il y a quand même des phases suffocantes. Jeepers Creepers, pour moi, il a ce... Ah oui, Duel, c'est excellent. Oui, Duel, c'est excellent. Mais pour moi, Jeepers Creepers, il y a des séquences comme ça où tu pourrais l'imaginer, presque le camion qui prend vie par moment, parce que tu distingues jamais le conducteur avant finalement de voir la créature pendant la première partie du film. Ça se joue sur quelques personnages qui naviguent autour de l'intrigue, etc. Puis même l'intrigue de base est intéressante dans le fait d'avoir fait naître finalement une nouvelle créature de cauchemar un peu iconique. Boogeyman, Slasher. C'est vrai que la bande originale, Yaya, t'as raison, elle est assez intéressante. Elle marque, elle reste en tête. C'est un film qui finit pas bien, donc surtout pour un des deux personnages, puisque c'est deux personnages qui sont les deux personnages centraux de l'aventure. C'est glauque, c'est creepy. Bref, c'est tout ce qu'on peut attendre en fait d'un slasher fantastique d'horreur. Donc moi personnellement, j'ai bien aimé Jeepers Creepers. Alors après, c'est vrai que Silent Hill, je trouve, est tellement maîtrisé dans le style et dans l'ambiance, dans la photographie, etc., que j'hésite un peu entre les deux. J'hésite un peu entre les deux. Est-ce qu'on a beaucoup d'autres films de Boogeyman? Parce qu'après, attention, encore une fois, vous allez me dire à la fin, oh, t'as pas mis ça, ça, ça. Je n'ai pas tout vu, hein, encore une fois. Je le répète, c'est pas forcément un style que je maîtrise. C'est pas comme le cinéma d'Animal Tueur. Ah, sauf que le cinéma d'Animal Tueur, j'en ai vu une plâtrée, mais alors des films qui arrivent à rentrer dans le top 32 horrifique, bon, il n'y en a pas des masses. D'ailleurs, tournoi 32 films d'horreur culte, j'avais mis un S à culte, visiblement ils ont décidé de le retirer, c'est chiant. Enfin bon. Jeepers Creepers ou Silent Hill? Hmm. Ah, ouais, pas évident, hein. Pas évident, pas évident. Allez, pour le... Pour le côté un peu... Bref, ouais. Oui, ouais. Oui, pour le côté un peu culte de la créature. Parce que dans le genre vraiment du slasher, du film d'horreur, de la créature, du boogeyman, la créature est devenue culte, je vais voter Jeepers Creepers. Mais ça se jauge, ça se jauge. Mais je vais quand même voter pour le Creeper parce que c'est vrai qu'il a établi une dynastie derrière lui. Alors il y a eu plusieurs films. Le 2 est plutôt pas mal. Alors après, je crois que c'est une catastrophe. Mais le 2 est plutôt pas mal. Là, c'est dans la continuité du premier, peut-être un peu plus démonstratif. On va voter pour le Creeper. La cabane dans les bois ou les dents de la mer? Bon, bah là, voilà, hein, les dents de la mer, est-ce que j'ai...
Est-ce que ça vaut le coup que je le propose? Là où les Dents de la Mer, c'est intéressant de le notifier, c'est qu'effectivement, les Dents de la Mer, on est dans un film catalogué, hein, horreur, thriller horrifique. Il y a tellement de genres en fait dans Les Dents de la Mer. Tu peux le mettre comme un film d'aventure pour la fin du film. Tu peux le mettre comme un film effectivement d'horreur. Tu peux le mettre comme un thriller. Enfin, il a de multiples casquettes. C'est surtout un chef-d'œuvre absolu, hein, de Steven Spielberg. Qui a vieilli maintenant dans l'animatronics, mais qui restait une petite prouesse pour l'époque. Et puis c'est un film, voilà, aujourd'hui qui a marqué toute une génération et qui est un véritable chef-d'œuvre de mise en scène, de direction d'acteurs aussi. N'êtes pas sans savoir que normalement le deuxième Dent de la Mer devait se focaliser autour de Robert Shaw, euh, qui, euh, qui avait subi justement, il en parle dans le film, des attaques de requins, etc. Ça aurait été magistral, c'est dommage que ça n'ait pas pu se faire. Mais c'est pour dire l'impact aussi des personnages visiblement dans des films aussi qualitatifs, à tel point que dans l'imagerie des spectateurs, beaucoup ont fantasmé ces choses-là. Richard Dreyfuss, qui a joué dans Piranha, ça il faut le savoir aussi, le Piranha d'Alexandre Aja, petite référence, Richard Dreyfuss c'est le premier à se faire bouffer quand les piranhas ressortent. Bon, petite ref évidemment aux Dents de la Mer. Il a réussi, ouais, à traumatiser une génération. Donc c'est un chef-d'œuvre indiscutable. La cabane dans les bois, c'est un immense plaisir. La cabane dans les bois, c'est... Oui, c'était un des premiers blockbusters d'été. J'aime bien Papy, il épingle ses propres trucs, tu sais. Genre vraiment, pour être sûr qu'on le voit, le mec, il épingle lui-même ses trucs. Non, non, mais c'est moi qui dis les trucs les plus intéressants ici, ok. Mais c'est vrai que oui, ça c'est considéré parmi les premiers blockbusters estivaux. Puis alors, sortir ça l'été au moment où tout le monde va à la mer, bien vu. La cabane dans les bois, pour moi, c'est un immense plaisir. C'est fun, c'est sanglant, c'est complètement assumé. Mais alors, par contre, qu'est-ce que c'est original et créatif? Cette idée, justement, d'avoir cette cabane où derrière, enfin, en sous-sol, on a des expériences et puis des choses comme ça, en ayant tout un bestiaire et en faisant venir des jeunes dans cette cabane pour ensuite tous les faire mourir les uns après les autres par différentes créatures pour. Je crois que dans le film, en fait, l'idée, c'est de contenir la plus grande qui pourrait être axée sur la fin du monde. Enfin, c'est complètement border. Mais alors, la fin, ça termine dans un espèce dans une orgie gore de tout ce qui est possible, de créatures possibles et imaginables, de références mythologiques ou simplement de références au cinéma d'horreur, etc. Alors, il y a tout ce qui est possible. Hein. Vraiment, dans la cabane dans les bois, des zombies, des loups-garous, des serpents géants, des créatures qu'on n'ose même pas imaginer, que moi-même j'essaie d'oublier. Là, l'espèce de... ça, Yaya, il saura me le dire, mais enfin, c'est une scène qui est assez marquante. Une espèce d'homme grenouille, ou je sais pas, un triton, ouais, une espèce d'homme triton comme ça, là. Alors, c'est glauque au possible. Je pense l'un des premiers rôles de Chris Hemsworth qui est dedans. L'acteur qui jouait dans Detroit Become Human aussi, qui jouait Marcus, a un rôle important dans La cabane dans les bois. C'est un film qui est hyper original et fun, barré, et qui pour moi rentre pile dans la catégorie des bons films d'horreur. Mais dans les bons films d'horreur, où effectivement sur la fin c'est gore, donc c'est pour ça que c'est important de le notifier. Et puis surtout c'est créatif. Moi je trouve que c'est un film moi je trouve que c'est un film qui est hyper créatif et qui a beaucoup d'idées, qui va au bout de son sujet et qui le maîtrise très bien. Alors effectivement Les Dents de la Mer, chef-d'œuvre absolu. Il n'y a pas un monde où normalement Les Dents de la Mer n'est pas en demi-finale ce soir. De toute façon normalement j'ai ma demi-finale s'ils se tapent pas les uns sur les autres avant, mais bon, votons Les Dents de la Mer. Ah, oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est John Landis contre John Carpenter, le duel des deux John. Le duel des John est demandé à la vie solaire. Le loup-garou de Londres ou Christine? Christine, la bande-son, mon pote. Christine, la bande-son, mon pote, c'est une folie. Alors, Christine, c'est basé de Stephen King. De toute façon, vous allez avoir un grand paquet, à mon avis, de films de Stephen King ou d'adaptations de Stephen King, plutôt de ses bouquins. Christine, c'est réussir à provoquer de l'effroi, de l'horreur, etc. avec une bagnole qui est vivante et des scènes suffocantes au possible, c'est superbe. Je pense que l'épisode de Malcolm, où Malcolm a une voiture qui est sur le point de le buter parce qu'en fait, elle se répare jamais, etc., c'est comment dire, un bel hommage au film Christine. C'est assez suffocant, et puis je vous dis, la bande-son, enfin, ça respire cette décennie-là, j'aime beaucoup. Et puis, bah, alors, Le Loup-garou de Londres, très poétique, hein, malgré tout. Assez triste, finalement. C'est un des films de loup-garou où tu as énormément d'empathie pour le personnage principal, et je le trouve
assez triste et assez dur à regarder. Euh, mais alors, film culte, assez gore, lui aussi, mais très probablement en termes d'effets spéciaux, en termes d'animatronics, de changement, de maquillage, etc., tout ça, probablement l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle évolution de loup-garou que le cinéma nous ait donnée, hein. Une des plus flippantes, une des plus impressionnantes à regarder s'il en est. Pour moi, c'est avec Underworld, je pense, les changements humains liquants les plus grandioses. C'est un superbe film. C'est un superbe film, Le Loup-garou de Londres. Gothique à souhait, là aussi. Voilà, fantastique, gothique, horrifique. Là, encore une fois, on récupère trois communautés. Ouais, non, non, moi j'aime bien. Trois films en commun. Christine et Le Loup-garou de Londres, tu l'avais mis? T'as mis Christine, papita, je suis agréablement surpris. C'est pas hyper connu, Christine, c'est pour ça. Mais ouais, non, non, et puis ça, c'est le daron qui m'a fait découvrir ça, hein. C'est pareil, hein, Christine et le loup-garou de Londres. Je sais que ça m'avait marqué, j'ai de vagues souvenirs, je les ai vus petits, hein. Christine, c'est connu. Par nous, oui, parce qu'on est plus ou moins cinéphile ou cinéphage, on aime le cinéma. Le commun des mortels, tu lui parles de Christine, je suis pas forcément sûr que il en ait voilà, peut-être pour le livre, à la limite. Carrie est plus connu, je pense. Merci Soul pour le raid. Ah, c'est Soul. Ouais, non, je remercie pas Soul. Ça part sur un ping-pong. Alors, je remercie mon Soul. Comment ça va, mon Soul? Christine ou le loup-garou de Londres? Bah, c'est compliqué. Je vais mettre le loup-garou de Londres quand même. Je vais quand même mettre le loup-garou de Londres. Parce que c'est un récital de films fantastiques. Christine, très 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 bon John Carpenter. Ce sera pas le seul des John Carpenter, donc on peut se permettre de mettre du Landis. Alors, ce sera moins papillesque que ça. Ça part sur un ping-pong. Alors en fait, je t'explique. Le grand-père, il s'est battu pendant 39-45. Il a bâti cette grange et vous mettez une table de ping-pong. Non, non, mais je vais prendre toutes tes économies, je vais baiser ta femme. Voilà, je te dis. Ta femme, je la baise, ok, Soul. Maintenant, montre-moi ton porte-monnaie, montre-moi ton portefeuille, montre-moi ton héritage. Montre-moi ton porte-monnaie. Moi, je suis la menace. Montre-moi ton porte-monnaie. Ping et pong. Aura, moins 1000. Est-ce que c'est charismatique? Ping et pong. Crawl ou l'armade, visiblement, puisque ça a été noté Ne l'armade des tremble morts, pas. mais enfin c'est l'armée des morts. Alors, Hein? Et tu n'es pas le chef. l'armée des morts de D'accord? Zack Snyder. Il faut savoir un truc, c'est que j'en ai beaucoup parlé, j'en ai vu beaucoup de séquences, c'est pareil, les films de Romero, j'ai pas osé en regarder beaucoup, parce que c'est gore et parce que ça touche à ma phobie première. Donc j'en ai pas vu des masses. J'ai regardé celui de Snyder, par contre. En plusieurs fois, hein. Il m'a fallu plusieurs, parce que pareil, c'était violent. Je trouve que c'est une plus péchu, c'est du Snyder. C'est un bon remake qui reste fidèle tout en apportant de nouvelles choses, qui est très gore. Très gore. C'est pas tant ce qu'on voit, c'est aussi ce qui est sous-entendu, ou alors c'est le fait avéré. Je pense notamment à la séquence avec le bébé, etc., qui est quand même très malsaine. Si, c'est gore, si on va pas se mentir, l'armée des morts, c'est quand même assez sale. Ça finit pas bien, c'est sans espoir, c'est violent, c'est flippant, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est un très bon film. Les classiques sont évidemment à voir, hein, ceux de Romero, je vous dis, ça touche plus à ma phobie et au flip que j'avais de les regarder, qui fait que je n'ai jamais vraiment regardé les anciens. Euh, mais je pourrais, je pense, aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils sont plus organiques, les anciens. Tu sais, c'est pas. Là, quand même, les mecs qui se font disséquer, bouffer, machin, pour avoir vu quelques images, c'est plus. Voilà. Mais c'est peut-être pour ça aussi que, parce que Tom Savini derrière aussi, machin, des génies, des maquillages ou des trucs, j'ai jamais trop osé regarder. J'adore Tom Savini. Qui n'aime pas Tom Savini si vous aimez le cinéma d'horreur et de fantastique? Donc l'Armée des Morts, ouais, moi je trouve que c'est un bon film. De toute façon, vous le savez, hein, je suis pas un border de Zack Snyder, mais je suis un gros défenseur. Il a plus de bons films que de mauvais films à son actif, faut dire la vérité. Même si aujourd'hui c'est de bon ton de lui taper dessus, il y a quand même plus de bons films que de mauvais films pour moi. Il a un vrai style. Et Crawl en face, je l'ai mis un peu sur la fin au buzzer. Je vous avoue que j'avais déjà 25 films et il a fallu ensuite que je fasse le décompte avec 7 de plus. J'ai quand même rajouté Crawl. Euh, Parce que je trouve que ce qu'a fait Alexandre Aja dans la mise en place de la tension et de l'ambiance est intéressante. C'est pas évident. Alors, c'est un peu vieilli en termes d'effets spéciaux, je trouve, mais c'était déjà le cas à sa sortie. Produit par Sam Raimi, me semble-t-il. Euh, le...
le crawl, j'ai bien aimé le procédé de mettre à ce point-là, dans une sorte en plus de huis clos, parce que la plupart se passent dans la voiture, cette mise en place de la tension. T'as certains plans qui sont marquants. Je pense toujours au plan, moi, dans crawl, la nana va regarder. Il y a 3 échelles différentes hein, de profondeur de plan, où on a un personnage qui est quelque part, qui discute avec un autre, pendant qu'un autre se fait bouffer, pendant qu'encore un autre, il se passe quelque chose derrière. Donc il y a des plans, il y a toujours quelque chose à voir. Tom Savini, oui, il a joué dans Une nuit en enfer, effectivement. Ouais, il finit pas bien. Il a joué. Ah, voilà. Il a joué aussi dans Boulevard de la Mort. Il finit encore moins bien dans Boulevard de la Mort. Pas dans Boulevard de la Mort, dans Planète Terreur. Ah là, Tom Savini, il prend tarif. Hein. Mais non, Crawl, moi je trouve qu'il a bien redoré le blason du film d'Animal Tueur. C'était pas évident parce qu'on en parlait l'autre jour avec Aurel Zweig. Bah, des films de crocodiles intéressants, il n'y en a pas des masses. Il y a Lake Placid, Rogue, Crawl, Sex Machine avec son fameux revolver, Crawl, l'attaque du crocodile tueur ou je sais pas trop quoi, il y en a un de Toby Hopper, il y a l'alligator ou le fantastique alligator, je sais plus, Rogue et Primeval. Voilà, ça en fait 5 moi que j'aime beaucoup. Après, voilà, il y en a quand même nettement moins. Mais celui-là se défend bien. Il a le mérite en plus de travailler la relation père-fille avec un duo d'acteurs qui est intéressant. Notamment celui qui jouait le sniper du soldat Ryan, hein, qui joue le père de l'actrice principale, qui est pas mal. L'incroyable alligator, c'est ça, ouais. Lake Placid, je crois que Lake Placid, je l'avais cité, ouais, il fait partie des standards. La scène du crocodile qui attaque l'ours, toujours aussi impressionnante, et puis toujours aussi bien faite visuellement. C'est les effets pratiques qui se mêlent aux effets spéciaux. Là, c'est peut-être un peu ce qu'on peut reprocher à Crawl, peut-être, c'est d'effets pratiques, d'animatronics. C'est dommage, ça aurait pu être bien. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, voire peut-être même pas du tout, sauf que ça c'est un peu flagrant. Mais par contre, je trouve que dans la mise en place de l'ambiance, le tsunami tout autour, etc., la ville perdue, le rapport entre le père et la fille, et puis voilà, quelques séquences fortes aussi avec les crocodiles, ça fait le métier. Je vais quand même voter pour l'Armée des Morts, sans trop d'hésitation. Mais Crawl fait partie des bons films d'animaux tueurs qui font aussi partie justement de cette caste de cinéma d'horreur. Donc moi, c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Le film d'animal tueur, pour moi, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Ah, fils de pute. Bah, ça me fait chier en fait. Non, mais en fait, ouais, je suis un peu dégoûté, Bard, je chiale. Ah là, ça me casse les couilles, ouais. Le finaliste contre un potentiel quart de finaliste au grand minimum. Au grand minimum. Parce que Vermine, c'est trop fort. Fierté française, exceptionnelle. Un mix entre un super film de genre et un super La Haine. Dans le registre du film, un peu dans l'idée en fait du film La Haine. Je trouve qu'il y a beaucoup de courtrage-mais là-dedans. La bande-son est superbe. En même temps, c'est tellement bien fait. Les effets spéciaux, le tournage avec araignée réelle, etc. Des idées de mise en scène, de plans qui sont magnifiques. Bon, Vermine, c'est un petit bijou. Hein. Vermine, c'est vraiment, vraiment, vraiment un petit bijou. Vivement que, effectivement, le réalisateur aille bosser sur Evil Dead. Je pense qu'il va pouvoir faire quelque chose de fou. Par contre, en face, t'as Alien. Bon, bah, qui est peut-être dans mes 10 films préférés de tous les temps. Donc, n'importe qui, en fait, en face d'Alien, il y aurait eu. Voilà, il n'y avait pas trop de matchs. Il y a 2 ou 3 films où éventuellement tu peux lutter. Mais Vermine, ça me fait chier. Vermine, c'était potentiel quart de finale. Hein. Vermine, c'était vraiment potentiel quart de finale. Alien, c'est un des plus grands films de tous les temps. Science-fiction, horreur. Voilà. Alien, dans la science-fiction, Alien est-il le plus grand film de science-fiction de toute l'histoire? On peut se poser la question. Ah, il y en a plein. Il y en a plein des films de science-fiction intéressants. Certains vous rediront évidemment 2001 Odyssée de l'espace. D'autres peuvent vous citer plus récemment, si vous avez vu que 15 films dans votre vie, Interstellar. Certains audacieux vous diront Starship Troopers, parce que moi je reste convaincu que Starship Troopers, c'est exceptionnel. Blade Runner existe, effectivement, le premier Blade Runner. Je pense pas que Dune pourra encore rentrer dans la conversation là actuellement, c'est trop tôt. Et puis c'est surtout moins bien. Je trouve que Dune c'est moins bien qu'Alien. Star Wars. Mais Star Wars c'est une odyssée tellement à part entière que c'est encore autre chose. Terminator.
Tu peux le remettre dans la registre à la limite de la science-fiction action. Moi, je parle vraiment SF pur. Mais il y en a plein. Il y a Sunshine. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, Alien rentre dans la conversation des plus grands films de science-fiction de tous les temps. Et en même temps, rentre dans la conversation des plus grands films d'horreur de tous les temps. Ce qu'a fait Giger est extraordinaire au niveau du design de la créature. Encore aujourd'hui, je pense, en tout cas personnellement, moi, je trouve que c'est la plus belle créature monstrueuse que le cinéma nous ait apportée, sans aucun problème. Il y en a eu beaucoup, hein. Il a fait du super travail sur la mutante, il y a eu le Yoja des Predators, j'en passe et des meilleurs. Je trouve que la créature alien, c'est assez divin. Euh, c'est une science ouais, de l'ambiance, de la mise en place de l'ambiance, de la mise en scène, de l'effroi, d'un tel talent. Là, c'est vrai que pour le coup, Ridley Scott, on le suce pas beaucoup, Ridley Scott, on n'est pas des grands fans ici. Mais la Ridley Scott, en termes de réalisation, il a fait un travail qui est extraordinaire. Et puis c'est vrai que même moi qui l'ai vécu jeune, alors que c'était pas du tout ma génération, j'ai vraiment, vraiment, vraiment flippé sur Alien. La séquence avec Dallas, par exemple, enfin, je veux dire, c'est suffocant. Puis c'est du huis clos aussi, hein, c'est dans un vaisseau, etc. C'est rétro-futuriste au possible. Enfin, moi, j'adore. Mais du love. Et puis Hélène Ripley, voilà, si ce n'est l'un des plus grands personnages du cinéma, là aussi, je pense, et je dénonce, hein, je dis les termes. Maintenant, oui, bah Vermine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vermine, c'est fabuleux. C'est vrai que c'est compliqué, en fait, d'aller taper l'un ou l'autre. Parce que pour moi, Vermine, c'est tellement génial dans ce que ça propose, dans le film de genre, et même dans le film, ouais, court-trage mais style, quoi. Donc, on va voter Alien, mais comme dirait Papy, shout-out immense à toutes les capacités créatives de Vermine. Là où Vermine, disons les termes aussi, hein, les bons films d'araignées, il y en a trois. C'est simple, il y en a trois. Il y a Arak Attack, Arachnophobia et Vermine. Encore Arak Attack, c'est pas vraiment de l'horreur pure. Et Tarantula, ça fait quatre. Après, c'est plus difficile d'aller chercher du bon film d'araignée, hein. On tombe déjà beaucoup plus dans le nanar. Il y en a quatre. C'est pas énorme. Vermine, il est top 4 donc, mais pas quatrième, hein, loin de là. On peut même se poser la question si Vermine n'est pas le meilleur film d'araignée qui soit sorti. Il y a Tarantula, mais dans un autre registre. Si, il y a le Spiders. Le premier Spiders est pas mal. Bien gore, mais le premier Spiders est pas mal. Pareil, j'en ai vu énormément de scènes. J'ai regardé beaucoup de séquences. J'en avais parlé, je crois, dans ma vidéo sur Se faire dévorer, me semble-t-il. J'ai vu le monstre de l'été de Monstre de film. J'ai jamais vraiment osé le regarder en entier parce qu'il est bien trash. Mais je connais et je sais qu'il est excellent. Donc tu peux le rajouter à la liste. Mais c'est de la série B, là, pour le coup. Mais Vermine, je pense qu'il est, oui, tu peux mettre Vermine ou Arachnophobia, mais je pense que Vermine a réussi quelque chose d'énorme. J'ai hâte de voir le remake produit par Spielberg d'ailleurs, d'Arachnophobia. Ah, et Cloverfield ou The Jane Doe Identity. The Jane Doe Identity, vachement sous-coté. Par contre, comme Yaya par exemple, pour quelques amateurs de cinéma, on va dire d'épouvante, horrifique, mais où il y a un vrai propos derrière et quelque chose d'intéressant. Je crois que Jane Doe Identity, par exemple, Demoiselle d'horreur l'aimait beaucoup, il me semble. The Jane Doe Identity, je trouve que Brian Cox est excellent dedans. Il jouait dans X-Men 2, c'était Striker. C'est un vrai bon film d'ambiance. Pareil, un des premiers films que j'ai vu d'épouvante au cinéma, qui m'a maintenu en haleine tout le temps, vraiment, et que je trouvais assez audacieux, euh, assez détonnant par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Enfin, le propos déjà de toute façon, Maccabée, tout ça, etc., est pas évident. Mais pareil, dans mes souvenirs, c'était du pur huis clos. Émile Hirsch, me semble-t-il, c'était l'acteur qui jouait, parce que là j'aime bien la transformation aussi. Émile Hirsch, je crois que c'est celui qui s'était fait surtout connaître. Alors il a joué dans beaucoup d'autres choses après lui, il a une belle carrière, méconnue, mais une belle carrière. Il me semble qu'il s'était fait connaître dans The Girl Next Door, où c'était un gars sa voisine en fait, c'était une actrice de cul. Il y avait même l'acteur qui a joué Enigma dans The Batman, bon, qui maintenant Paul Dano, je crois. Il était dedans aussi, c'était un de ses premiers rôles, me semble-t-il, hein, mais il faudrait revérifier. Je suis quasiment certain. Emile Hirsch, je crois que c'est lui qui jouait dans The Girl Next Door, qui arrive ensuite dans The Jane Doe Identity, puis il a fait pas mal d'autres films comme ça qui étaient intéressants. Donc c'est vrai que c'est bien de voir les acteurs aussi changer de registre. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu qu'une fois au cinéma, mais dont j'ai un très bon souvenir. Cloverfield. Alors lui, c'est de la science-fiction.
de la caméra embarquée, de l'horreur. C'est très très fort, Cloverfield. C'est très très fort, Cloverfield. Alors Matt Reeves, hein, produit par J.J. Abrams à l'époque où J.J. Abrams c'était encore un grand. Aujourd'hui, il y a une baisse de régime, hein, mais tu savais qu'à cette époque-là, les productions J.J. Abrams c'était costaud. 10 Cloverfield Lane est super. Moi, j'ai une affection pour les deux. Le 3, je le compte même pas. C'est une catastrophe. Voilà, l'image de fin avec la créature qui doit faire la taille d'un pays entier qui est au-dessus des nuages et tout. Non, mais c'est une catastrophe ambulante. Mais pour féliciter et pour faire en sorte voilà, que les gens qui ont aimé le premier reviennent un peu là-dedans alors que ça n'a aucun intérêt. Non, j'ai beaucoup d'affection pour ces films-là. Cloverfield, je pense que dans le cinéma en caméra embarquée, c'est un des meilleurs qui soit sorti. Projet Blair Witch, Cloverfield, j'en vois pas beaucoup d'autres hyper intéressants. Il doit y en avoir dont j'ai oublié, mais en tout cas, c'est ces deux-là qui reviennent assez régulièrement. Rec est très costaud, mais je l'ai pas vu. Pareil, Rec, vu comme c'est gore, j'ai toujours été un peu... Mais j'ai regardé le monstre de film, en tout cas, de Flo. Et bon, j'en ai vu pas mal d'extraits. Oui, Rec a une très bonne réputation. Cloverfield est immense. C'est incompréhension totale. T'es au plus près de personnages, tout ce qu'il y a de plus lambda, qui vivent une aventure qui les dépasse complètement. C'est gore quand il faut être gore. C'est flippant quand il faut l'être, avec toutes les petites créatures, la grande, etc. Il y a quand même cette scène qui est assez violente. Enfin, je veux dire, bah, surtout pour moi, dont c'est la phobie, mais le mec qui regarde la créature comme ça, qui se fait bouffer, t'as quand même la caméra sur lui à ce moment-là. Donc lui, en fait, il est en train de filmer, en train de se faire bouffer, etc. C'est quand même... ouais, t'as Blair Witch. Ouais, Blair Witch. Oh, Paranormal Activity, non, pour moi, c'est pas... Ouais, pour moi, Paranormal Activity... mais moi, ouais, Cloverfield, moi, ça m'a marqué. Enfin, mais c'est parce que j'aime beaucoup ce genre de science-fiction-là. Ça rentre même dans l'idée du film catastrophe. Moi, c'est que j'aime bien ce mélange des genres. C'est-à-dire Cloverfield arrive à être un bon film catastrophe, avec les codes du film catastrophe, parfois de l'horreur, de l'effroi, avec des codes en tant que tels, les scènes dans les tunnels, etc. De la science-fiction, de la caméra embarquée. Moi, je trouve que c'est très costaud. C'est très costaud. Donc, moi, là, ça, j'aime bien ce délire-là. C'est du bon fan footage. Et Dieu sait que le fan footage, malheureusement, aujourd'hui, c'est une solution de facilité. À cette époque-là, ça s'appelait de la créativité. Et c'était bien. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Mais c'était bien. C'est-à-dire que ça fonctionnait bien. En tout cas, Cloverfield fonctionne bien. Moi, je vote Cloverfield pour le coup. Je me suis auto-convaincu. Oh, bâtard. Oh, bâtard. Ah ouais, bah là, frère. Putain. Oh là là, oui, mais là, voilà. Là, papy, il fait une syncope. Le silence des agneaux ou Psychose. Ah bah, frère, aussi. Ah là, c'est dur, hein. Là, ouais, c'est deux bijoux, hein. Le silence des agneaux, ouais, voilà, hein, Festival de Cannes, Anthony Hopkins, Jodie Foster, on a vu hein, avec la série Ed Gein, etc., certaines inspirations qui ont mené au projet. Je l'ai vu il y a très très longtemps, hein, parce que même quand j'en ai parlé à mon père, j'ai vu mon père ce matin quand on en a parlé, j'étais là, putain, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Est-ce que je l'ai vu, je l'ai plus vu, je l'ai vu, je l'ai plus vu. Je crois dans mes souvenirs l'avoir vu, hein, le Silence des agneaux. Parce que j'ai trop de références de certaines scènes pour, à mon avis, être passé à côté. Dans mes souvenirs, c'était très flippant. Alors en plus, ça touchait justement à des choses dans le thriller, mais aussi dans l'horreur, dans le côté psychologique, dramatique. Ça touche énormément de genres. Qui marquent le spectateur. En fait, c'est deux films pas qui se ressemblent un peu, mais pas loin. Ce qui est intéressant, c'est que Psychose, bah, Ed Gein, Le Silence des Agneaux, Ed Gein. Finalement, c'est un beau duel parce que Ed Gein a inspiré donc Psychose, avec Anthony Perkins, etc. Machin. Si vous avez vu la série Netflix, vous l'avez appris hein, avec Charlie Hunnam. Et Le Silence des Agneaux, c'est pareil. Donc il manquerait plus que finalement un de ces deux-là rencontre Massacre à la tronçonneuse au prochain tour, et puis là, on aurait le truc goldé. Psychose a inventé le genre. Psychose a inventé un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un moment où le cinéma, Alfred Hitchcock se faisait chier, il a dit écoute, je vais faire chier tout le monde. Moi, je m'emmerde, je vais emmerder tout le monde. Du coup, il s'est dit je vais faire un truc jamais vu. Actrice principale qui meurt au bout d'une demi-heure. Une scène à l'époque, quand même, profondément trash et violente. Anthony Perkins, le syndrome avec sa mère, etc. La musique fabuleuse, voilà, qui reste en tête.
Anthony Perkins, exceptionnel. Et puis voilà, cette science de la mise en scène, le maître du suspense, le maître du cauchemar, on l'appelle sous moult noms, Alfred Hitchcock, mais en même temps, c'est normal. Quand on voit une fresque comme ça, il y a eu un avant et un après Psychose. Et on le voit très bien. C'est là que moi j'aime beaucoup la série Ed Gein, c'est que tu le vois d'autant plus. Les mecs, après, tu vois, qu'on fait Massacre à la tronçonneuse, qui se disent, écoute, t'as vu ce qu'il avait fait Hitchcock? Il avait vu que le cinéma était en train de changer, il l'a fait encore plus changer. Le problème, c'est que les gens, ils ont vu Psychose, ils ont fait, ah vas-y, on va faire du trash et du porn, torture porn, un peu juste pour le plaisir. Parce qu'ils n'avaient pas retenu qu'en fait, il y avait du cinéma, il y avait une ambition cinématographique derrière, quelque chose comme ça qui était incroyable. Donc c'est vrai que Psychose, sur ce tour-là, on est obligé de voter Psychose, je pense. Enfin, après, ça dépend de la subjectivité de chacun. Mais Psychose, on est tellement dans l'angoisse pure, et puis dans un film qui te tient et qui est, ouais, qui est assez à couper le souffle, quoi. Puis qui est surtout le plot twist de la mort de l'actrice principale, du personnage principal, est hyper innovant à l'époque et très très rare. The Blob, on a vu The Blob il y a pas longtemps. The Blob, c'est pareil, hein, le personnage principal qui finit par crever, alors que normalement, t'as l'impression que c'est le quarterback beau gosse, etc., machin, alors que finalement, non, 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 il meurt dans les 25-30 premières minutes. Ah, t'es là, tu dis, ah, d'accord, ok, très bien. C'est couillu. Ah, Psychose, c'est un chef-d'œuvre. Ce sont deux chefs-d'œuvre, hein. Le Silence des Agneaux, mais rien que de toute façon, l'affiche là, avec le papillon, machin, tout ça, c'est glacial. Mais Psychose, voilà, Norman Bates, oui, un des premiers, si c'était le premier à avoir été un tueur slasher, si on dit ça comme ça. Alors, premier, je sais pas. En tout cas, il a montré la voie, c'est, oui, le film d'horreur. C'est le film d'horreur à suspense, d'ambiance, etc. C'est par excellence. Mais le duel est beau encore. Le duel est beau parce que là, on est dans de l'horreur psychologique. Là, c'est pure horreur psychologique. Mother ou Get Out. Et là, les duels sont beaux pour l'instant parce qu'on retrouve des duels où on comprend l'idée. Hein. Mais Get Out et Mother, c'est deux films d'horreur psychologique. C'est pas violent, c'est pas gore. Enfin, quoique Mother, ouais, la scène finale, moi, je pourrais pas la regarder plusieurs fois. Mais, euh, mais c'est pas violent, c'est pas, on va dire, excessivement gore. C'est très novateur. Étonnamment, il y en a un qui a été salué comme jamais, Get Out. Alors là, Jordan Peele, on l'a mis au sommet hein, pour ça. Bon, ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même, je pense, un des visionnaires récents qu'on a au cinéma dans le genre. Mother, par contre, Darren Aronofsky, l'un de mes réalisateurs préférés, je pense que plus le temps passe, plus il grimpe les échelons de mon top 10. C'est le plus effrayant, celui qu'on préfère. Ah bah, est-ce que celui que tu préfères, c'est pas celui qui t'a le plus effrayé finalement, Pitch? Voilà, hein. Get Out. Il dit ça, il le prononce comment, papy? Get Out? Get Out? Get Out? Mais non, là, c'est difficile. Après, je pense qu'il y a au-delà de l'effroi, hein, Preach. Hein. Tu peux, Dishonored. Dishonored. Non, non, tu peux le juger sur plein de choses. Moi, Get Out, j'avais trouvé ça bon, voire très bon. Ça m'avait laissé une bonne, vraiment dans le propos, dans la mise en place très très lente du truc, etc. C'est deux films qui se ressemblent un peu là-dessus. Et dans le côté complètement border du final, j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était pas très original et ouais, non seulement ça parle dans les thématiques qu'il aborde, mais c'est surtout ouais, c'est un film qui est quand même dans l'ambiance assez particulière. Une offre qu'il ne pourra pas refuser. Je m'en occupe personnellement. Euh... Alors, bah, ça va et toi, mon... Bah, mon Dieu. Ça va et toi, mon zèle? Il possède une plateforme pétrolière. Ah bah d'accord. Comment ça va, mon zèle? Merci pour les 50 subs. Mais comme...
Déjà, on se dit de temps en temps, tu sais, il peut en offrir 10, il se chauffe. Parfois, il nous met l'alerte American Pie à 25, on se dit, le zèle, il est chaud. Mais là, c'est la deuxième fois qu'il en met 50. 50! Alors n'hésitez pas, si vous êtes dans le chat et que vous venez de recevoir un abonnement, à remercier mon zèle. Merci. Zèle, j'espère vraiment que tu te fous pas dans la merde financièrement. C'est adorable. Merci du fond du cœur, hein, vraiment. Parce que c'est un soutien exceptionnel depuis quelques mois, mon zèle, comme beaucoup parmi vous. Mais vraiment, mon zèle, tu casses toute la baraque depuis des mois. Merci vraiment du fond du cœur, mon zèle. Mais 50 subs, tu es un grand malade. Je tiens à dire que le zèle, il est maintenant 6e à 90 subs. Le problème, c'est que je vous dis, il est à 90 subs du top 5, mais 90 subs pour Zell, c'est une semaine de taf. C'est-à-dire que pour Zell, t'es là, tu te dis, bon, ça peut arriver vite, et c'est ça qui est terrifiant finalement. Mais le Zell qui met 50 subs, il est maintenant 6e avec 310 tubs. 310 subs au total. 310 subs au total. Et il est là depuis 3 mois. Enfin, c'est extraordinaire. Comment ça va, mon zèle? Non, mais j'en perds mes mots. Qu'est-ce que vous voulez? La langue fourche. Niveau 7 du train de live. Bah, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. On est niveau 7 du train de live. Train de live doré. Si on peut aller loin, autant aller loin. Ça fait plaisir. Mais, non, mais je te jure, Soul, mais c'était pas voulu. Merci du fond du cœur, mon zèle. 50 subs en légende. Et il est arrivé comme ça, et avec Lolf qui ne pourra pas le fluser. Marlon Brando, ça c'est beau. Comment ça va, mon zèle? Comment ça s'est passé la journée? Oh, ben t'arrives pile au bon moment parce qu'on est pile à la moitié là. On a déjà vu des grands classiques du cinéma, mais il y en a encore pas mal. Il y en a encore pas mal à venir. Je tremble pas. Des films qui, à mon avis, valent le détour. Merci encore, hein, du fond du cœur, mon Zell. Zell, t'es un grand malade. C'est énorme. Zell, demain, on stream. Attention, mon Zell, hein, même si le Beats Go n'est pas fini, on a décidé de stream quand même demain. Mon Zell, demain, s'il y a un truc qui te tente qu'on fasse, tu le dis. Moi, je peux l'inclure sans aucun problème. Mon Zell, le programme demain va te plaire. On est sur du Dead by Daylight, React au trailer de Stranger Things et React à une émission sur la phobie des animaux. Si tu as une petite idée là de choses que tu voudrais inclure, je pense que 50 subs, on est tous d'accord pour dire qu'il le mérite. Si à un moment donné, t'es chaud et que tu as envie de rajouter un petit quelque chose dans l'équation, n'hésite surtout pas, parce que là, 50 subs, c'est énorme. 50 subs, c'est... Il va les mettre les 100 un jour. Je le sais, on le sait, hein, on se sait. Hein. Un jour, il va arriver, et ce qui est fort, c'est qu'il dit pas bonjour. Il place d'abord les subs, il dit bonjour après. Là, il en a mis 50, et puis il arrive. Ça va, vous, sinon? Je le vois vraiment, tu sais, avec le cigare. Ça va, vous, sinon? Ouais, tranquille, ouais. Un jour, il va faire ça avec 100, tu vois. Ça, les gars, non, mais tranquille, hein, je dis comme un autre pour moi, en fait. Merci encore du fond du cœur, hein, mon Zell. Merci beaucoup. Hein. Est-ce qu'il est encore là, d'ailleurs, mon Zell? Est-ce qu'il est là en immense légende? Il est encore là, mon Zell. Merci du fond du cœur, hein, vraiment. On va continuer. On va continuer, du coup, parce que pour le coup, je sais plus vraiment où est-ce que j'en étais. Enfin, en gros, Get Out, c'est bien. Dans ce que ça propose, dans les thématiques abordées, dans la mise en place. Et alors, Mother, bon, bah, moi, je trouve ça incroyable parce que c'est tellement dans la psychologie des personnages, dans ce huis clos oppressant, avec des personnages... Tu peux le remettre, mon Lucas, hein, parce que du coup, peut-être qu'il est trop loin dans le chat, mais remets-le 100 bits et je le relirai avec plaisir, mon Lucas. Mets-le en message en avant, comme ça, je suis sûr de pas le louper. Mais on est Mother dans un film... c'est tellement lent, etc., que t'es à deux doigts de t'endormir, et puis après, ça part avec plusieurs degrés de lecture différents, hein, mais ça part après dans une espèce de ode complètement barrée qui fait froid dans le dos, qui est assez terrifiante, qui est complètement border, où Jennifer Lawrence est submergée de partout, Javier Bardem est glacial au possible. Moi, j'ai adoré la séquence avec le bébé, c'est une des scènes qui m'a le plus traumatisé du cinéma de ces dernières années. Je vote Mother, je trouve que c'est exceptionnel. Peut-on se poser 2 secondes et parler Javier Bardem? Quel acteur sous-côté, il est tellement fort. Javier Bardem est magnifique, ouais. Oui, Javier Bardem, c'est un très 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 bon comédien. J'ai même tendance à trouver que Javier Bardem est meilleur que Benicio del Toro dans des styles qui pourraient être considérés assez similaires. Je trouve que Javier Bardem a plus de cordes à son arc. Ah putain. On est dans des gros films, les gars. Hein. On est dans des gros films, les gars. Hein. Les oiseaux, encore Hitchcock, ou Dernier train pour Busan. On est dans des gros films. Hein.
Dernier train pour Busan. Je parlais du cinéma coréen. Peninsula. Putain, Peninsula, que c'est nul. Peninsula, que c'est nul. Mon Dieu, le final, enfin le deuxième film de la suite de Busan, qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors, le dernier train pour Busan, c'est tellement tout le cinéma coréen ambitieux, euh, qui déborde un peu de partout. Moi, j'aime ce style coréen et même asiatique en règle générale, d'être toujours à la limite du surjeu, mais pas trop, assez théâtral, mais en même temps très touchant, avec beaucoup de valeurs et beaucoup de thèmes abordés, sociaux, culturels, etc. Et il y a toujours un degré de lecture très poétique, très mélancolique. J'aime beaucoup le cinéma coréen pour ça, je trouve, en tout cas. Et c'est pour ça que le dernier train pour Busan, j'avais adoré. Le dernier train pour Busan, qui est d'ailleurs, à mes yeux, peut-être l'un des derniers grands films de zombies que j'ai pu voir dans le genre, parce que là, pour le coup, c'était très très fort. Après, t'as les oiseaux, quoi. Les oiseaux, pareil, hein, c'est un de mes premiers frissons de quand j'étais petit, parce que je l'ai vu, j'étais vraiment pas grand. Moi, je peux vous dire que à chaque fois que je suis en voiture et puis que je vois toute une nuée d'oiseaux, etc., même s'ils sont en migration ou ceci ou cela, j'emmène pas large. T'as toujours là dans la tête les oiseaux, quoi. Tu regardes ça, tu te dis, ah putain, puis il faut avoir l'idée, quoi. Je veux dire, l'idée du film, etc. Encore une fois, la science de la mise en scène, de la peur, de l'angoisse, du suspense, mettre du suspense. C'est un vrai beau duel, détonnant, pas évident. Pas évident. Pas évident du tout. Je vous avoue que par principe d'avoir déjà mis, c'est surtout ça, hein, mais par principe d'avoir déjà mis, comment dire, je vais me prendre des petits bonbons spécial Halloween parce que c'est Halloween, il faut le rappeler et il faut en profiter. Qu'est-ce que j'ai de bon à me mettre à l'arrière de la gueule? Kezako, ça. Oh, tiens, ça c'est pas mal ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Et comme ça me plaît qu'il y en a deux, je vais très tranquillement m'enculer les deux. Voilà, je vous le dis. Papy, tu peux être mon bonbon sans problème. Non, mais ils sont très bons en plus. J'ai goûté les petits marshmallows de tout à l'heure là. On va pas trop faire les gourmands, mais. Non, dans la mesure où j'ai déjà mis. Les oiseaux, c'est un grand film. Hein. Je dis pas que Les oiseaux est moins bien que Le Dernier Train de Busan. Je pars simplement du principe que, ayant déjà mis un Hitchcock, je vais mettre Le Dernier Train de Busan simplement pour avoir un film coréen qui passe un tour. Mais les deux sont très bons. Les oiseaux, c'est un chef-d'œuvre. Pareil. Hein. Tu l'as vu quand la dernière fois, Les oiseaux? À la fac. À la fac, je dirais. Je m'étais refait quelques Hitchcock. Mais je l'ai vu petit, moi. Ça m'avait trop ma petit. Hein. J'ai toujours eu de bons souvenirs. Non, on va mettre Le Dernier Train de Busan. C'est vrai que Les oiseaux, c'est tellement impressionnant. Enfin, il y a des scènes impressionnantes. Il y a des scènes assez impressionnantes. Mais Dernier Train de Busan, tu sens que tout ce qu'il y a derrière. Alors, c'est aussi, ouais, la scène du mec sans les yeux, les trucs, les machins. Ouais, c'est assez. Ça, c'est des scènes qui m'avaient marqué. Hein. Mais c'est un live en général, on essaie de faire entre 1h30 et 2h. Parce que sinon, c'est trop long. Donc, on peut pas analyser autant que voulu. Parce que des films comme ça, tu peux faire des analyses de 40 minutes sur tous les films dont on est en train de parler. Hein. Mais Dernier Train de Busan, ouais, c'est quelque chose et j'ai envie de le garder pour la suite. Il y a un duel, je sens qu'on va l'avoir, ça va me casser les couilles s'il arrive. Arachnophobie ou The Mist. Encore du Stephen King avec The Mist. Encore encore de l'arachnophobie aussi avec après Vermine. The Mist, c'est avec Nick Cage. Pas du tout. The Mist, c'est avec Thomas Jane. Inspiré de Stephen King. Une brume qui, justement, arrive dans une ville. Et des créatures à l'intérieur. En fait, l'idée, c'est de savoir qui est le pire entre les créatures de l'extérieur ou l'être humain qui, bah voilà, à l'intérieur du centre commercial est capable de faire les pires atrocités. Ça part en délire religieux, etc. Ceci, cela. Et puis arachnophobie, bon, un peu plus
un peu plus, on va dire, classique. On ramène une araignée d'un endroit perdu, dont c'est pas trop quel patelin, euh, bien flippant et bien en ambiance Amazonie, etc. Sauf que c'est une araignée qui est capable de se développer vitesse grand V, etc. Et puis qui va procréer avec à peu près toutes les araignées possibles et imaginables. Et puis voilà, mais alors ensuite les araignées tuent un grand paquet de monde, etc. Euh, et voilà. Moi, Arachnophobia, j'aime beaucoup parce que c'est tourné avec des araignées réelles, quasiment tout le long. L'acteur principal était arachnophobe d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il joue aussi bien. Il y a de très bonnes scènes de tension, de peur vis-à-vis de l'araignée, c'est-à-dire que dans la mise en place de la réalisation par rapport aux araignées pures et de comment on les met en avant, alors parfois c'est un peu extravagant, surtout sur le final, mais sinon c'est très bien vu. Enfin, moi, c'est un film que j'aime beaucoup là-dessus. Je trouve qu'il mérite d'être vu. Arachnophobia est l'un des meilleurs films d'araignées avec Vermine et Attack, je pense, qui soit sorti. Surtout qu'il est sérieux. Gros potentiel pour le remake, qui normalement devrait sortir, produit par Spielberg prochainement. C'est toujours d'actualité. Mais The Mist. Les gars, The Mist. The Mist, c'est grandiose. The Mist, c'est grandiose. Le... La thématique de l'homme encore pire que la créature, même si ça avait été déjà vu, avec les remous, les relents de la religion, etc. La qualité de mise en scène de Franck Darabont, qui est quand même excellente. L'acting, hein, on retrouve beaucoup de gars Darabont-like. Jeffrey Damon est encore là, Melissa McBride est là, celle qui joue Andrea, Laurie Holden est là, on a beaucoup de gars de Walking Dead. Thomas Jane est là aussi, qui est peut-être un de ses meilleurs rôles, parce que là, il est dans le drame et plus dans l'actionneur comme il a l'habitude de faire. Il y a des séquences marquantes, hein, la scène des araignées, par exemple, est quand même vraiment impressionnante. C'est du huis clos, c'est stressant, c'est très 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 bien écrit. Et surtout, l'avantage, en fait, c'est que bon, bah, la plupart, hein, c'est tiré du bouquin, mais il faut savoir le mettre en scène. Mais surtout que la fin, c'est une fin originale. La fin, c'est le meilleur du film. Avoir reconstruit cette fin-là comme ça pour te montrer à quel point cet homme-là était prêt à tout, qui pense avoir tout perdu et qu'à quelques secondes près, tu puisses voir qu'en fait, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose et qu'il y a cette sensation de colère, de tristesse, de haine, et puis t'arrives avec la musique, avec les chœurs, etc. Et puis t'es là, c'est choquant, c'est marquant, t'es avec lui, tu te dis putain la vache, ah ouais, c'est chaud. Enfin, c'est pas à spoil parce que je pense que c'est une des fins les plus intéressantes que j'ai pu voir dans le cinéma d'horreur. Et très clairement, faut surtout pas le spoil parce que sinon après vous faites baiser bah, toute la beauté du film. Encore plus avec le dernier regard avec Melissa McBride qui passe comme ça, etc. Bon, dans le contexte, c'est pas un spoil, mais vous comprendrez quand vous aurez vu. C'est une fin qui est extraordinaire. Il faut savoir que Stephen King lui-même a dit qu'il avait préféré cette fin-là à la fin que lui-même avait écrit. Et ça doit foutre les boules quand t'as fini un livre et que tu te dis putain, cette fin est meilleure. Franchement, tu te dis merde, putain, fait chier, j'ai un sentiment d'incomplétude infini. C'est The Mist. C'est une des fins les plus choquantes, moi je trouve, du cinéma d'horreur, voire du cinéma tout court. Mais par contre, c'est superbe. Là, toute la détresse et l'émotion du personnage principal, et puis cette espèce de... pareil, hein, pas de karma, mais est-ce que, encore une fois, c'est pas la dure, malheureusement, récompense de quelqu'un qui a pas voulu aider les autres, ou ceci ou cela. Il y a le personnage de Melissa McBride qui hésite pas à y aller, on sent qu'elle est pleine de bonté. En fait, c'est un peu comme... Enfin, tu peux le voir aussi un peu comme un purgatoire. Tu peux le voir comme un purgatoire où finalement, ceux qui sont là-dedans sont voués à ne pas s'en sortir. Pour X ou Y raison de choses qu'ils ont fait, où ils ont été jugés, finalement. Et les créatures ont laissé vivre Melissa McBride, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'elle s'en est sortie comme ça, ou est-ce que c'est mystique, ou est-ce que elle était pure, elle pouvait s'en... Enfin, il y a tellement de thématiques abordées intéressantes que oui, je veux The Mist. Bon, voilà, c'est... Le projet Blair Witch, eh ben en fait, mais là encore, c'est très intéressant. Massacre à la tronçonneuse et le projet Blair Witch, c'est deux films qui se ressemblent un peu, puisque c'est deux énormes succès
avec un budget dérisoire. Le projet Blair Witch, c'est encore pire. Je sais même pas quel est le budget du projet Blair Witch, mais alors c'est ridicule. Pour un film, c'est ridicule. Le projet Blair Witch, non seulement il a mis sur un piédestal énorme, et puis refaçonné, voire même, oui, créé, si j'ose dire. Je sais pas s'il y en avait déjà avant, sûrement, mais il est quand même bien responsable du fait qu'aujourd'hui, le found footage existe. Alors, il y a solution de facilité et il y a solution de facilité où c'est bien fait. Pour moi, le projet Blair Witch, c'est quand même un bon film. C'est vraiment même un très bon film dans ce que ça propose, etc., dans l'ambiance. Et puis c'est surtout couillu à l'époque. Tu te dis, t'as pas beaucoup de budget, tu gères ça, et puis derrière, tu popularises tout un style qui va durer pendant plus de 30 ans. C'est quand même très fort. Budget dérisoire, grand succès, grand classique. Mais Massacre à la tronçonneuse, c'est extraordinaire. Pareil, très peu de budget, et finalement un succès exceptionnel. Massacre à la tronçonneuse, je l'ai vu pour la première fois chez Aurel, je suis sorti bouche bée. Je suis sorti de ce film en me disant, c'est extraordinaire. Papy, je te jure que je me régale. Chaque message de Lucio est meilleur que le précédent. Chaque message de... Je trouve que la fin de The Mist, elle est nulle. Massacre à la tronçonneuse, je préfère celui de 2003. J'adore. 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 Mais Papy, je sais qu'il savoure. Papy, il est chez lui, je sais qu'il se délecte. Il est là. Oh, on l'aime bien, ça, moi. Mais après, bon, Lucio, tu devrais le revoir. Parce que franchement, ça va faire comme Le Parrain. Le Parrain, t'es passé de 0,5 à 5 ce qui me semble quand même difficile, mais après tout. Mais t'es passé de 0,5 à 5 sur Letterboxd. Re-regarde Massacre à la tronçonneuse. Franchement, tu vas le recoter de ouf. 2003 est très bien. Non, mais tu peux... Oui, mais non, mais là on parle d'un chef-d'œuvre. Massacre à la tronçonneuse, ce film-là, on parle d'un chef-d'œuvre. Très peu de budget. C'est un des films qui m'a le plus mis mal à l'aise. La scène là avec le grand-père, etc. Quand elle est, les archi gros plans sur les yeux, tous qui sont en train de rigoler, le côté tu sais, t'es pris dedans, t'as qu'une envie, c'est que ça se termine. C'est violent, c'est viscéral, c'est pas si gore que ça finalement. Hein. Il y a quasiment pas de sang, enfin pas tant que ça, mais c'est tellement glauque et sordide et interminable et enfin. Même avec le cri final, le plan emblématique, tout ça, encore une fois, un film qui a été inspiré par Ed Gein, c'est phénoménal. Enfin, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, je le regarde en 2024, ça devait être l'année dernière, je crois, ou 2023, je sais plus. Qu'est-ce que c'est costaud! Qu'est-ce que c'est costaud d'avoir réussi à pondre un film comme ça. Ouais, la scène dure pas, c'est une des plus grandes scènes d'effroi que j'ai pu voir dans ma vie. Ça joue super bien en plus. Ça joue super bien, c'est long, c'est d'une mise en scène, je vous dis, en termes de réal et de structuration de séquences qui est irréprochable. La musique, voilà, pareil, elle te prend aux tripes, etc., machin. Non, non, ouais, c'est fort, c'est très fort. C'est très fort. Du coup, oui, mon Val, ne t'en fais pas pour moi, financièrement, je suis stable, je peux me permettre d'offrir, ça me fait toujours autant plaisir. Merci infiniment, alors, mon Zel. Merci à toi surtout pour tous tes délires, les streams, les vidéos légendaires, j'ai pu regarder, etc. Je suis mauvais pour les longs discours. En tout cas, tu le mérites, ça me fait plaisir. Et voilà, merci du fond du cœur, mon Zel. Merci infiniment. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être là aussi, parce que tu participes à tous nos délires. Les Jurassic World, t'es là à quasiment tous les streams. Même si c'est pas longtemps, t'es là à tous les streams et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, comme beaucoup. Hein. Merci à tous ceux qui sont là tout le temps aussi et qui font partie maintenant de la communauté longue durée toujours présente. Même Sean, c'est pour vous dire. Mais non, Zel, on peut le dire maintenant, hein, que ce soit dans tout ce que tu as pu aider pour soutenir la chaîne et même en tant que tel, de ta personne, de la manière dont tu participes, ceci, cela, etc. En tant que fils illégitime de R2077 et cousin de Sky, non, tu fais partie des meubles maintenant, donc ça fait hyper plaisir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis oui, t'inquiète pas que tu fais partie maintenant des pionniers. Tu fais partie des pionniers. Mais ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Massacre à la tronçonneuse, donc. Je vous dis, c'est un film, moi, qui m'a profondément marqué dans son côté viscéral et terrifiant et qui laisse pas indemne.
qui laisse vraiment pas indemne. C'est même dans le cheminement du film assez lent à démarrer, etc. Mais alors une fois que ça démarre, enfin c'était ouais, t'es totalement pris de court. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. The Blob ou Annihilation. Moi, Annihilation, je le trouve sous-coté. Je le trouve sous-coté. Annihilation. On en a parlé à l'époque parce que c'était un des premiers gros films sur Netflix, mais on en a pu reparler après. C'est réalisé, je crois, quand même par le gars qui a écrit 28 jours plus tard, etc. Je sais plus comment il s'appelle, pourtant j'adore ce réal. Mais il y a des scènes qui sont quand même assez flippantes. Euh, Alex Garland, ouais. Moi, je retrouve le style Alex Garland hein, là-dessus, là-dedans. Donc, j'aime bien. Ça mêle beaucoup de styles différents en plus. C'est un peu méta, etc. Enfin, ça mêle beaucoup de choses assez particulières. Et puis alors, la scène de l'ours, qui est peut-être l'une des scènes qui m'a le plus flippé en, en tant que scène. Hein. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Euh... Et puis The Blob. Hey, The Blob, film écrit par Darabont, film emblématique des années 80. On l'a vu hier, hein, gore, au niveau des effets spéciaux, et que ça transpire les années 80. Les effets spéciaux sont maîtrisés, les effets pratiques sont hyper bons. Euh, euh, c'est trash, ça va direct dans le sujet. Euh, les personnages sont assez attachants, on les développe plutôt bien vu le peu de temps que le film nous accorde. Il y a une réflexion sur la religion, sur la fin qui est intéressante. Puis c'est surtout, oui, c'est ce que ça propose visuellement, quoi. C'est quand même costaud, quoi. Réussir à faire ça, etc. Ça a vieilli aujourd'hui, mais ça reste quand même, ouais, dans les effets gore et puis dans le trauma que ça peut laisser au spectateur. Je vais voter The Blob parce qu'effectivement, moi, ça me touche vraiment aux tripes. Mais Annihilation, je vous dis, rien que pour la scène de l'ours, je trouve que c'est un film assez percutant. Vraiment percutant. Qui, euh, qui, euh, comment dire, euh, Annihilation qui te fait te poser beaucoup de questions et qui est très, ouais. Alors moi, j'irai pas, papy, dire branlette intellectuelle, mais tu sens qu'Alex Garland, il va chercher plus loin dans la réflexion du spectateur. Moi, j'aime bien dans ce registre-là. Alors, et papy, d'ailleurs, on le sait, en fait, dans The Blob, c'est une erreur de VF. Parce qu'en fait, on me l'a dit dans le live, il dit pas Texas Chainsaw Massacre, il dit Garden quelque chose Massacre. Donc normalement, comme en fait à la base dans le blob, ils voulaient diffuser Massacre à la tronçonneuse, mais ils n'ont pas eu les droits. Ils ont fait un film un peu parodique qu'ils ont recréé eux-mêmes, un film qui n'existe pas et qui s'appelle Garden quelque chose Massacre. Donc c'est un film que le film a créé, mais en hommage à Massacre à la tronçonneuse, avec la tronçonneuse et le masque, etc. Mais c'est pas Texas Chainsaw, c'est Garden quelque chose. C'est la VF qui s'est plantée parce qu'eux ils ont dit Massacre à la tronçonneuse, ils ont pas cherché à comprendre et puis du coup ça donne un côté bah non tu t'es planté fils de pute. Donc là, pour le coup, c'est la VF qui a tort. Reg, si je te regarde, bah en fait, c'est toi qui avais raison depuis le début, t'es le GOAT. Le blob. Ah, putain. Bon, alors j'hésitais entre l'un ou l'autre. Je vous avoue qu'au final, ça m'arrange pas des masses. Mais bon. La trilogie 28 jours ou La Mouche. J'ai triché un peu. Mais en même temps, la trilogie des 28 jours plus tard, les trois, je les trouve très bons. Certains vous diront, oui, mais le deuxième est moins bien. Bah, moi, je trouve que c'est une trilogie qui se complète vachement. Je trouve que c'est une trilogie qui se complète vraiment bien. 28 jours plus tard, Danny Boyle, ça sent le film d'horreur d'auteur avec beaucoup de questionnements et beaucoup de traitements autour de l'humain, très intéressant. 28 semaines plus tard, c'est une séquence d'intro emblématique dans l'horreur et dans l'effroi avec la musique, etc. Que je trouve génial. Après, c'est un peu plus actionneur, mais en même temps, c'est réussi, je trouve, dans ce que ça fait. Et 28 ans plus tard, bah, on retrouve un petit peu des deux, finalement. Et puis, on retrouve le côté expérimental de Danny Boyle dans la réalisation et un peu border d'Alex Garland dans l'écriture. Moi, je trouve que les trois se valent très bien. Donc, je mets les trois avec grand plaisir parce que ça fait partie pour moi des meilleurs. Ah oui, largement. Film avec des infectés, zombies, ce que vous voulez. Plus côté infecté, puisque j'ai pas tant le souvenir d'en avoir vu bouffer des gens. C'est plus vraiment de l'ordre de. Alors, il faudrait que je réfléchisse, mais en plus, le pire, c'est que j'ai 28 ans, je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais
c'est plus de la contamination. Il est mort, il se barre, il les mange pas. J'ai pas trop le souvenir de ça. Mais enfin bref, dans le film d'Infecté ou de Zombie, je trouve que cette trilogie-là est quand même très costaud. Je suis content qu'elle ait été remise au goût du jour. Évidemment, le film a flop puisque le film est bon et qu'on est en 2025 et qu'aujourd'hui, les bons films ne fonctionnent plus vraiment. Mais bon. Euh, Perso, je fais le duel en prenant que 28 jours versus La Mouche. Dur choix, car les deux sont excellents, mais La Mouche... Bah, arrive ensuite. Arrive ensuite La Mouche. La Mouche est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Point. La Mouche a créé, alors pas créé, mais a sublimé l'horreur gothique romantique littéraire. Il y a un aspect dans La Mouche, j'en avais fait toute une vidéo de ça, il y a un aspect dans La Mouche horrifique, parfois un peu gothique, mais pas trop, science-fiction, mais qui a un côté horreur romantique, parce que c'est un film d'amour, quelque part aussi La Mouche, mais qui tourne au drame, littéraire, parce que je trouve que dans la tradition du livre d'horreur, ou le film, ou du livre fantastique, ou vraiment sans espoir, entre deux personnes que tout oppose, mais qui vont finir par voilà, et qu'un drame va finir. Je trouve que il y a quelque chose qui est exceptionnel dans cette manière très littéraire, même dans l'écriture, dans la poésie de l'écriture, la poésie du steak, évidemment, comme dirait Seth Brundle, mais dans le côté très poétique avec lequel le film est écrit, avec lequel il est structuré, dans cette descente aux enfers du personnage principal. C'est un remake, hein, d'ailleurs, La Mouche, c'est un remake. Il y a de base, il y avait un film qui était sorti, je crois, dans les années 50. Mais, mais oui, 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 je trouve que c'est un film qui est formidable, qui met les larmes aux yeux sur le final, parce que le final est explosif et en même temps tellement triste. C'est un final qui est tellement triste, tellement touchant. Moi, je suis d'accord avec Zen, hein, c'est vrai que Jeff Goldblum est fantastique, fantastique. C'est le meilleur rôle de Jeff Goldblum. On pourrait me citer Ian Malcolm, j'adore Ian Malcolm. Pour moi, Jeff Goldblum et restera Seth Brundle. C'est sa meilleure performance. C'est sa meilleure performance. Le, 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 euh, le monologue sur le plasma. Tu veux pas faire partie du duo dynamique, je trouverai quelqu'un qui est à ma hauteur, etc. Bois jusqu'au bout, ne touche pas à la source du plasma, tu m'as compris. Et je ne parle pas que de sexe ou de pénétration. La pénétration, c'est le grand plongeon au fond du bain de plasma. C'est des trucs c'est tellement Richard Darbois, hein, mais c'est tellement fort. Et il est tellement bon dans ce film-là, dans tous les domaines, de passer de très timide à... Il se redécouvre, puis c'est vraiment les montagnes russes, etc. Ah, dans The Grand Budapest Hotel, il est bon. Non, mais Jeff Goldblum, il est bon dans tellement de choses. Mais pour moi, La Mouche, c'est son... C'est son... Voilà. C'est étonnant qu'il n'ait pas été nommé aux Oscars. Je ne sais pas si La Mouche a eu des nominations aux Oscars, mais un film comme ça, je ne comprends pas qu'il n'ait pas... c'est une prestation à Oscar, ce qu'a livré Jeff Goldblum. Il porte le film. Alors Gina Davis, c'est magnifique aussi. D'ailleurs, La Mouche 2 est pas mal du tout, hein. Faut le dire, hein, mais La Mouche 2, il est très sous-coté avec Eric Stoltz. Le problème, c'est le design final de La Mouche qui ressemble un peu plus à un reptile qu'autre chose, c'est dommage. Mais le film a des séquences très poétiques et très cruelles aussi, notamment avec le chien, que j'aime beaucoup, et garde ce côté un peu romantique malgré tout. Ultra douloureux. Et puis alors là, moi, ouais, non, mais c'est un film, c'est une c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. La musique, c'est Howard Shore, je crois. Mais la musique du Plasma Pool, justement, en termes de composition originale, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais non, non, c'est des frissons rien que d'en parler, hein, mais c'est un film qui est hors du temps, puis d'un point de vue visuel. D'un point de vue visuel. Ah, d'un point de vue de maquillage, de costume, de les heures et les heures que Jeff Goldblum a dû passer là-dedans. Voilà, quand il fait la démonstration de comment Seth Brundle mange-t-il, machin et tout. La politique chez l'insecte, il en parle aussi, ça. Il n'y a pas de politique chez l'insecte, etc. Je t'aime, j'ai envie d'être là, mais je te ferai du mal si tu restes. L'insecte est réveillé, l'être humain a disparu. C'est dur. Alors, c'est aussi. Bon, c'est une allégorie du sida de l'époque. Le problème, c'est que ça, tout le monde le sait. C'est pas intéressant. C'est pour ça que moi, j'avais parlé d'horreur romantique et que j'avais travaillé ça sur une ambition littéraire pour La Mouche. Parce que je trouvais ça plus intéressant. Mais parce que la question autour du sida, de la transformation à l'époque où on ne le connaissait pas trop, ceci, cela,
Oui, elle y est, forcément, sur la transformation physique, tout ça, mais il y a tellement à aller chercher dans ce film. Enfin, c'est fabuleux. La Mouche fait partie de mes 10 films préférés de tous les temps, donc je suis obligé de le prendre. Ça va, ça va, c'est ok. Conjuring 2 ou les Nosferatu, parce que ça me faisait chier de mettre l'un mais pas l'autre. Le Nosferatu de 1922, c'est un film légendaire. Voilà. Je veux dire, enfin, beaucoup se posent même la question si c'est pas le premier film d'horreur qui a existé. Est-ce que c'est pas lui qui a fait façonner l'horreur? Est-ce que c'est pas l'un des plus grands films d'horreur? Ça a créé visuellement et esthétiquement des choses fantastiques qui sont restées, que le Nosferatu justement de 2024 remet très très bien en avant euh, dans l'ambiance et l'état d'esprit et le côté très très glauque et la mise en scène gothique. Il y a beaucoup de choses qui sont très 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 intéressantes dans les Nosferatu. Donc moi je mets les deux, pas à égalitaire, mais j'aime bien parler des deux parce que je pense que c'est deux films qui méritent d'être regardés. Alors, le premier Nosferatu, évidemment, l'original c'est un classique, mais même l'autre. Et Conjuring 2, moi écoutez, c'est le premier film que j'ai vu d'épouvante au cinéma, c'est presque le premier film d'horreur finalement que j'ai vu au cinéma en tant que film d'horreur pur. Je me suis chié dessus, hein. J'ai pas peur de le dire, hein. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien tout le long. Je trouve que c'est maîtrisé, je trouve que sans forcément avoir vu les autres, parce que c'est pas des séries de films qui me passionnent, celui-là m'a tenu en haleine et il poussait vraiment, sans trop de jumpscares dans mes souvenirs, mais surtout sur l'ambiance et sur la manière dont la petite fille, justement, le travail de possession était fait. Je trouvais que c'était assez réaliste, assez flippant et vraiment percutant. Alors moi, Conjuring 2, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu les autres. Je vous dis, c'est pas que ça m'intéresse pas forcément. Mais, ouais, 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 moi, le principe de celui-là en règle générale, et même dans l'ambiance, la mise en scène, la photo, c'était très sombre. Moi, j'ai bien aimé, puis c'est pour le flip aussi, le plaisir de l'avoir vu au cinéma, j'avais trouvé ça intéressant. Ça vaut rien, enfin ça vaut rien. Si, ça vaut, mais ça vaut que peu de choses face au Nosferatu, évidemment. Mais encore une fois, moi, le remake, je l'ai trouvé très bon. Les acteurs, excellents. Et puis celui de 1922, celui de 1922, évidemment, un classique, si ce n'est un classique parmi tous les classiques. C'était un date quand elle allait voir Conjuring 2? Oui. Bah oui, il serait pas allé tout seul sinon. Mais ouais, ouais. Mais au final, j'étais plus dans le film que dans le date, tu vois. Donc c'est que le film m'a bien marqué. Ça a assuré le date derrière, mais tu connais. Ouais, ouais, je connais mon football. Ça connaît son football, ça connaît son swing. Mais non, oui, non, les Nosferatu sont fabuleux. Ça fait partie, voilà, des films comme ça, des années 20, 30, qu'il faut voir. C'est vrai qu'ok, Nosferatu, le film a 103 ans, hein. C'est énorme, mais en même temps, c'est hyper créatif et ultra novateur. Le King Kong, moi, je peux vous dire que dans 8 ans, King Kong de 1933, il aura 100 ans, ça va faire bizarre. Mais c'est des incontournables. Et Lily Rose Depp effectivement, Sean, Lily Rose Depp dans Nosferatu, ah, c'est très costaud. Ouais, 100 ans après, c'est très visionnaire, ouais. C'est toujours aussi visionnable. Ah bah, c'était visionnaire déjà pour l'époque, mais oui, ça se regarde toujours. Ça n'a pas pris un coup de vieux démesuré, hein. Vraiment pas, hein. C'est des films qui sont intemporels, tout simplement. Ah, 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 ah. The Shining ou 30 jours de nuit. Alors, The Shining, c'est un classique. The Shining, c'est un chef-d'œuvre. The Shining, c'est une prestation extraordinaire de Jack Nicholson. The Shining, c'est Kubrick, dans ce que Kubrick a sûrement fait de meilleur. C'est... ouais, 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 quand tu penses à Kubrick, enfin moi, quand je pense à Kubrick, dans le Kubrick que j'aime vraiment, je pense à trois films. Je pense à Shining, je pense à Full Metal Jacket. Ouais, Orange Mécanique est très costaud. Orange Mécanique est très costaud. J'allais dire Eyes Wide Shut parce que j'aime bien Eyes Wide Shut. Mais Orange Mécanique est très costaud. Mais, euh, mais oui, Shining, enfin,
Si aujourd'hui on en fait encore tant de références, le petit sur son tricycle dans Aliens, il y a une référence à ça. Évidemment, Ready Player One en a repompé quasiment toute une scène et l'a reconstituée. Le passage avec Jack Nicholson entre dans l'entreporte, là, machin, avec bon, tout a été refait à tort et à travers, tellement c'est un film qui a façonné une génération et qui était, pareil, novateur. Encore une adaptation, d'ailleurs, encore une adaptation de Stephen King, hein, parce que c'est un maître en la matière. On aurait pu en mettre d'autres, évidemment. Hein. Carrie, moi, Pet Sematary, j'avais pas trouvé ça trop mal, étonnamment, mais oui, non, non, non. Là, c'est en fait le classique de Stephen King, le classique de Stanley Kubrick. Tu mets les deux ensemble, effectivement. Hein. Voilà. Je suis désolé, mais dans Ready Player One, le coup de Shining, ça fait peur. Il n'y a absolument rien de flippant. Mais on s'en branle de ça. Oh, c'est l'hommage. C'est l'hommage qui fait ça. Attends, c'est Shining que tu trouves pas flippant ou c'est Ready Player One? On s'en fout, c'est l'hommage. C'est le Spielberg qui fait sa lettre d'amour à Shining, etc. Et de toute façon, c'est peut-être issu du bouquin. J'ai pas lu le bouquin Ready Player One. En même temps, Ready Player One est un film tout public. Bah oui, mais Shining. Ah, c'est Shining que tu trouves pas flippant? C'est un chef-d'œuvre, un Shining. Hein. Alors après, dans le film de Ready Player One, c'est un hommage, mais Shining, c'est un chef. Enfin, bon. Bon. Et 30 jours de nuit, eh ben, je l'ai vu. Lucio, tu peux me donner la note que t'as mis à Shining? Lucio, sur Letterboxd, t'as noté combien Shining? Je vous jure que j'ai trop peur. Papy, t'iras voir si c'est la vraie note, parce que je suis sûr que Lucio, il va nous dire qu'il l'a mis 4, ou alors il va modifier alors qu'il a mis 1,5. Non, il est honnête en vrai sur ça. Ah bon, ça va là. Il va vraiment nous dire, j'ai mis 1, je trouve ça catastrophique. Sur Shining. Big Shining. J'ai mis 3,5. Bah ça va. Ça va en vrai, Lucio. Ça veut dire que t'as bien aimé. Non mais après, encore une fois, Lucio, tu dis, ça fait pas peur. La peur, c'est comme l'humour. Vraiment, hein, la peur, c'est comme l'humour. Ça n'appartient qu'à toi. T'as pas trouvé Shining flippant. Je peux te trouver un tas de gens qui ont trouvé Shining flippant. Euh... Il y a des tas de films que moi je trouve flippants. Toi, tu les trouveras pas flippants. Moi, il y a des tas de films que je trouve drôles. Bah, il y en a plein qui les trouveront pas drôles. L'humour, la peur, ça se commande pas, c'est dans les tripes. T'as pu ne pas le trouver. Non, mais du coup, je comprends. T'as pu ne pas le trouver flippant. Ça n'empêche que tu l'as trouvé bon. Donc, ça veut dire qu'il y a t'as l'objectivité de dire oui, Shining, c'est quand même bien. Après, ça reste quand même dans la. Pour l'époque, ça reste dans le maître de la discipline. En revanche, par contre, en face, j'ai 30 jours de nuit. Les gars, je m'en bats les couilles. 30 jours de nuit, c'est trop bien. 30 jours de nuit, c'est trop fort. 30 jours de nuit, c'est un des meilleurs films de vampires qui existent. Voilà, je dis les termes, je dénonce, j'en ai rien à foutre. 30 jours de nuit, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue créativité visuelle, d'un point de vue d'ambiance, de maquillage de vampires, côté gore, qui retire toute notion de romantisme, de sexualité, etc., aux vampires qui sont que des êtres assoiffés de sang, dans un film sans espoir ni rien, suffocant, où tout le monde devient cinglé, etc. C'est un bijou. 30 jours de nuit, c'est un bijou. 30 jours de nuit 2, non, il est pas terrible. Hein. C'est un direct ou DVD un peu fauché, Sean. Je l'ai pas vu, mais j'avais les vidéos de Guillaume Cassard, et le peu que je me suis renseigné dessus, c'est pareil, hein, c'est dur, hein, 30 jours de nuit 2. Mais c'est parce que je crois que la suite, ils voulaient pas la faire. Enfin, oui, ils ont trouvé un truc, mais c'était un peu compliqué, et puis au final, ça a atterri. Ils avaient d'autres idées en tête, mais ça, ils ont pas trop voulu. Donc, ils voulaient plus garder l'esprit des bouquins, alors que ça devait être autre chose. Mais finalement, ça a donné quelque chose de pas très bien. Mais 30 jours de nuit, c'est une putain de perle. Il faut voir 30 jours de nuit. Vraiment, les gars, il faut voir 30 jours de nuit. Si vous ne l'avez pas vu, il faut. Parce que c'est, je vous dis, d'un point de vue visuel et artistique, quand on parle d'art à part entière, c'est un grand film de genre. Dans le cinéma de vampire, c'est un grand film de genre qui bouscule tous les codes, qui est sans espoir, qui est, qui est, comment dire,
aux antipodes totales de ce qu'on voit du vampire en règle générale dans le cinéma, etc. Bon, bref, moi je vote 30 jours de nuit parce que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Et dernière manche, il n'y a pas Brightburn, c'était pas dans les 32. Il n'y a pas de Jennifer's Body non plus. Jennifer's Body aurait pu pour l'après-coup, mais j'en avais 32 quand même que je préférais avant. On termine avec Halloween. Ça tombe bien d'ailleurs de terminer avec ça. Halloween et The Thing de John Carpenter. Étonnant, hein, s'il en est, de mettre ces deux films-là. Ça semble terrible. Et après, on passera évidemment à la suite. La suite, vous allez voir, ça va aller très très vite. Hein. On aura terminé en 10 minutes, même pas pour arriver à la finale, parce que le plus long, c'est le premier tour pour parler des films. The Thing, c'est exceptionnel. Moi, pareil, dans mon top 10-15 de mes films préférés all time, c'est du grand Carpenter, du très grand Kurt Russell. Huis clos suffocant, où tu ne sais jamais vraiment où est la créature. C'est très gore, c'est hyper trash. C'est d'un point de vue d'animatronics, enfin même d'animatronics ou même de maquillage, de costumes, de créatures, d'effets. Ça n'a pas vieilli du tout. On retrouve un peu les mêmes esthétiques que dans The Blob, par exemple. Ça peut y faire penser. C'est très bien réfléchi d'un point de vue de mise en scène. Oh, la musique est superbe, elle te maintient, enfin superbe, mais dans le sens flippante et angoissante. C'est un classique, voilà, tout simplement. Halloween, je le redis, hein, je l'ai vu le soir où j'ai vu Massacre à la tronçonneuse. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai vu Massacre à la tronçonneuse avant et que j'ai pris une claque, ou du coup, j'ai redéfini un peu Halloween. J'ai trouvé ça bien, mais pas fou non plus. Ça rentre dans mon top 32 quand même, mais par rapport à tout ce qu'on dit d'Halloween, je trouve que je m'attendais à mieux. Par contre, ça reste un très bon film, pareil. C'est pas Carpenter aussi, Halloween? On est en duel de Carpenter, là, non? J'ai un doute. Ouais, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, hein, ouais, d'accord. Parce que je me dis Carpenter et Carpenter. Mais non, ouais, moi, Halloween, tu mets pas Pink Floyd in the Wall? Ah bah non, mais ça, je n'ose pas le regarder de toute façon, moi, ça me fait trop flipper ce truc-là. Mais non, ouais, Bixi, ouais. Mais non, Halloween, je m'attendais à quelque chose de vraiment puissant. Et effectivement, j'ai pas été déçu. Mais Michel Meyer, c'est vrai? Dans la VF, ils disent Michel Meyer? Ah ouais. Moi, je m'attendais à plus. Alors après, ça rentre quand même dans mon top 32, hein, mais je m'attendais un peu à plus. Dans la mise en scène, etc. Bon, t'as de très bons délires de mise en scène. Mayer, c'est sublimé. La musique omniprésente, encore une fois, musique, un grand classique, la musique d'Halloween, ça c'est certain, une musique qui représente le mieux la période. The Thing, c'est pour moi, c'est un tellement grand film. C'est un si grand film que c'est difficile de pas pouvoir vous dire, ah, je le mets que là. Enfin, je trouve que c'est, voilà, hein, c'est un chef-d'œuvre, c'est un pur chef-d'œuvre The Thing. Moi, ça m'a marqué, vraiment marqué, au point que c'est dans mes films préférés all time. J'aurais aimé en faire une vidéo de The Thing, c'est dommage que j'ai pas eu le temps. À voir celui de 2011 aussi. Honnêtement, hein. Lemb, c'est bien aussi, mais c'est pas top 32, mais Lemb, c'est bien aussi. Non, oui, je vous conseille le The Thing de 2011. La seule chose qui le trahit un peu, c'est que c'est pas fait en effet pratique. C'est les studios qui ont dit t'es bien gentil, mais en fait tu nous supprimes tout, tu nous mets que des effets spéciaux, faut vivre avec son temps, allez vous faire enculer. C'était la pire idée du monde, parce que surtout que le film était quasi fini en tant que tel. Super. Ça aurait été tellement mieux sans. Mais c'est un très bon préquel, très respectueux du premier, très fidèle, au plan près parfois, sur le lieu de tournage, etc. Donc faut le regarder parce que c'est pas un mauvais film, le deuxième The Thing qui est le préquel. Moi je vote The Thing du coup, qui est un de mes films préférés all time. Je vous dis Halloween c'est bien, mais j'en aimerais un peu plus. On va donc maintenant passer au deuxième tour. Vous allez voir, hein, on a mis quoi là? 22h55, on a mis 1h25 à faire le portrait de tous les films, et là on va être 5 minutes à faire tout le reste. Ça va aller relativement vite. Mother ou The Mist. Ça fait donc 16 films, on a la moitié des films en commun, comme quoi t'as été médisant, tu sais, mais je t'offre quand même un message huileux. Ouais, bah au final, ouais, hein.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'on en a la moitié en commun. Après, j'ai envie de dire, dans le cinéma d'horreur, t'as des, euh, t'as des classiques, tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas faire autrement. Voilà, il y en a, t'es obligé de les mettre. T'es obligé de les mettre, c'est comme ça, quoi. Il y en a, tu peux pas aller à l'encontre de certains principes de base. C'est dur de faire sans Psychose, par exemple, si tu l'as vu. À moins vraiment que t'aies pas aimé, mais enfin, c'est pareil difficile de pas aimer Psychose, quoi. The Mist ou Mother? The Mist, quand même. Parce que je vous dis, c'est un film que j'ai adoré. Dernier train pour Busan ou Massacre à la tronçonneuse? On est dans du... pareil, on est dans du costaud, hein. On est dans du costaud. Là, ça rentre dans des équations, pareil, sévères, hein. On va mettre, allez... ouais, 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 ouais. On va mettre... on va mettre... Massacre à la tronçonneuse, quand même. Massacre à la tronçonneuse, parce que je vous dis, ça m'a fait un effet extraordinaire. Allez, Nosferatu ou 30 jours de nuit. Ah. Bah, l'objectivité, si vous voulez, ferait que normalement, je devrais mettre à fond Nosferatu. Voilà, techniquement, je devrais mettre Nosferatu parce que Nosferatu, c'est un immense classique. D'un point de vue personnel, j'ai tellement aimé 30 jours de nuit que je vais m'écouter, c'est subjectif, je vais mettre 30 jours de nuit. Pour le procédé qui est que c'est un film que j'adore, que j'aimerais que tout le monde voit. Faut y aller avec son cœur, voilà. Même si Nosferatu, voilà, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est fabuleux, etc. Et que tu peux mettre un truc énorme derrière, ça c'est certain. 30 jours de nuit, c'est tellement fort qu'on va partir sur 30 jours de nuit. Ouf. Oh là là, ouais. Bah, demi-finale, hein. Ça, normalement, c'est une demi-finale, hein. L'autre demi-finale, ça aurait été la mouche contre The Thing. Voilà. J'avais les dents de la mer, Psychose, la mouche de Thing. Euh... C'est dommage. Psychose a tellement inventé le genre, ou réinventé, ou il a créé trop de trucs, Psychose. Tu peux pas objectivement retirer Psychose de l'équation. Mais si j'écoute mon cœur, les dents de la mer. Les Dents de la Mer, parce que Les Dents de la Mer, c'est pareil, c'est un chef-d'œuvre absolu et pareil, il a tellement réinventé le genre. Enfin, oui, comme tu disais, un des premiers blockbusters d'été. Euh, moins film d'horreur que Psychose dans la catégorie film d'horreur, mais plus dans mon cœur, je vais voter Les Dents de la Mer. En même temps, Psychose, c'est tellement un classique inouï. Enfin, je veux dire, normalement, c'est une demi-finale, hein, rappelez-vous, hein, normalement, c'est une demi-finale. Je vais voter Les Dents de la Mer, mais ça fait mal au cœur, hein. Ça fait mal au cœur. Cloverfield ou Alien? Matt Reeves, je t'adore, t'es un goat. Mais Alien. Ah, il y avait Alien aussi, dans mon top 5. Psychose, Les Dents de la Mer, La Mouche, The Thing, Alien. Le Loup-garou de Londres ou La Mouche? John Landis, je t'adore. Transformation de Lycan, incroyable. Film pareil, hein, deux films assez romantiques et poétiques malgré tout. Deux destins tristes. Et La Mouche, formidable. Mais beau duel. The Blob ou The Thing? Bah putain, mais franchement, mais tous les duels, ils sont coups humains. Le Blob, écoutez, rien que pour l'effroi qu'il m'a proposé, j'aurais aimé qu'il atteigne les quarts de finale. Shout out, Le Blob, c'est un super film. J'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, enfin à le voir pour la première fois et revoir certaines scènes hier. C'est un des films qui m'a mis le plus mal à l'aise. Mais pareil, The Thing, c'est extraordinaire. Donc on va quand même voter pour The Thing, qui est un film fantastique. Et dernier tour de ce, je crois, huitième de finale. Jeepers Creepers contre l'Armée des Morts. Et comme on a plus de films de zombies, et on a plus de films de zombies, on n'a pas de film de Boogeyman. Alors, je vais mettre vraiment les deux au même niveau. Ah, c'est dur là. Ces deux outsiders. Hmm.
Non, j'ai jamais osé le regarder, Zell. Enfin, j'en ai vu des extraits, mais ceux de Romero, je les ai pas beaucoup regardés, justement, parce que c'est trop gore et c'est trop pour moi. Ça, là, c'est phobique, hein, mais il faudrait pour Tom Savini, pour les. Voilà. Peut-être un peu vieilli, maintenant c'est peut-être un peu mieux, mais c'est tellement aussi. Voilà. Eh ben écoutez, hein, j'arrive pas à me décider. Je vais faire comme ça, on va faire au hasard. La souris dira. Ah bah d'accord, on est là. Bon bah Jeepers Creepers. Je savais pas du tout où on était, donc ce sera Jeepers Creepers, parce que honnêtement, j'aime les deux tout pareil. On aurait pu en mettre un pour le côté remake et en même temps zombie, etc. Et que c'est un vrai bon film. Mais Jeepers Creepers, côté boogeyman, invention, créativité, créature culte, ça me va aussi. Donc Jeepers Creepers en quart de finale. Combien d'argent faut être payé pour regarder la trilogie Terrifier et Human Centipede? Non, je regarderai jamais ça. Non, 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 je regarderai jamais ça. C'est pas des trucs Terrifier ou Human Centipede, jamais je regarderai. C'est trop, j'aime pas Sean. C'est trop trash. Donc ça, je sais que même tu me dis, vas-y, je te file là tout de suite, là, je te fais 10 000 bits, je te dis non quand même. Non, 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 c'est trop, c'est trop. Mais c'est pas du tout le style de film que j'aime bien. Non. Oh, Katia! Ah, Katia, c'est dommage que t'arrives que maintenant, t'aurais eu plein de suggestions de films à regarder. Alien, 30 jours de nuit, je vous adore, quart de finale indiscutable, top 10 des films de la semaine. Mais Alien, voilà, c'est au moins en demi. Ah, ça me fait chier. J'avais La Mouche, The Thing, Les Dents de la Mer, Massacre à la tronçonneuse, Psychose, Alien. Ah ouais, mais en fait, j'en avais 6. C'est ça, c'est mon top 6 sûr. C'est mon top 6 sûr. Ah, La Mouche. La Mouche. Bah là, ça fait chier pour Massacre à la tronçonneuse, qui normalement était censé au moins arriver en demi-finale. Après, c'est vrai qu'il y a 6 films qui sont censés arriver en demi-finale. Donc, mais ouais, La Mouche. Alors, Jeepers Creepers ou The Thing, là, du coup, respect aux Creepers, mais The Thing. Jaws ou The Mist. Pas si facile que ça, parce que The Mist, moi, je vous dis, j'adore. Hein. The Mist, c'est un de mes films de chevet. Hein. C'est vraiment un de mes films préférés, The Mist. Hein. Faut pas le nier, ça. Hein. C'est déjà le dernier quart de finale, là. Ah ouais. On aura eu quoi? Alien, The Thing. Je me souviens même plus. Alien, The Thing, La Mouche. Bon, 3 sur 4. Bah écoutez, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Jaws, c'est un chef-d'œuvre. Jaws a pas besoin de moi pour exister. Dans tous les cas, ces deux films-là seront éliminés en demi-finale contre les trois qui restent. Je vais voter The Mist. Rien que pour le plaisir de voter The Mist. Parce que j'adore The Mist. De toute façon, ces deux films-là ne seront pas en finale. La finale, elle est parmi les trois autres. La finale, elle est parmi les trois autres. Les Dents de la Mer, tu le mets face à La Mouche, The Thing ou Alien, les Dents de la Mer ne passent pas. Donc, dans tous les cas, c'est pas grave. Euh, et Les Dents de la Mer n'a pas besoin de moi pour être un film extraordinaire. Ça arrive en quart de finale. Normalement, ça peut être en demi ou en finale. C'est un chef-d'œuvre. On n'a pas besoin de moi pour que je le dise. C'est juste que j'ai pas de préféré entre les deux, mais j'ai envie de donner un petit coup de pouce à The Mist. Je trouve que The Mist a une fin extraordinaire. J'aime beaucoup le film. J'ai vraiment grandi avec. Donc je vais voter The Mist. Ça veut pas dire que c'est meilleur que Jaws. Loin de là. Je pense que Jaws est meilleur hein, quand même hein, en termes de chef-d'œuvre. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, shout out, shout out. Vraiment, je fais un gros shout out à The Mist, quoi. Donc je vais voter The Mist. En petit outsider, voilà. J'aime bien les petits outsiders comme en Coupe de France où tu vois, t'as le petit pousset qui élimine un gros. Ah, bâtard. Attendez, parce que ça mérite réflexion quand même. Mais en même temps, c'était la grosse question que j'avais. C'est tu mets Alien, The Thing ou La Mouche, qui arrive en finale, sachant qu'il y en a un qui sort. J'adore The Thing. Vraiment, j'adore The Thing.
Mais Sigourney Weaver en petite culotte, tu sais. Mais Jones, non, il y a un chat dans Alien. Il y a un chat dans Alien. Non, mais j'adore The Thing, c'est un de mes films préférés all time. Vraiment, hein, c'est un bijou. Mais Alien, 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 les gars. Alien, c'est ma saga préférée. Avec Jurassic Park, un peu Star Wars, c'est un peu redescendu maintenant. Mais Alien et Jurassic Park, Alien, vous l'avez vu sur Alien Earth. Enfin, je suis comme un gamin quand je vois un xénomorphe. Alien et tout par-delà, hein. Tout par-delà. Donc Alien, c'est phénoménal. Mais le film en lui-même mais phénoménal. Et puis bon, bah là, The Mist ou La Mouche, bon. Ça fait une très très belle finale, hein, finalement. Hein. Voilà, hein. Tournoi 32 films d'horreur culte. Voilà mes deux films d'horreur préférés, all time, je pense. Alors, il faut le redire pour ceux qui regarderont le replay. Alien, La Mouche, Les Dents de la Mer, The Thing, Massacre à la tronçonneuse, Psychose, The Mist, 30 jours de nuit. C'est mon top 8. Là, comme ça, spontanément. À voir après s'il n'y en a pas d'autres ou quoi que j'ai éliminé trop tôt. Mais c'est les 8 qui me reviennent vraiment en tête. Il faut les voir. Katia, si t'es encore là, les 8 films, retiens-les. Alien, The Thing, La Mouche, Psychose, Massacre à la tronçonneuse, The Mist, 30 jours de nuit, Les Dents de la Mer. 8. Ça fait 8. Ah bah, pas le loup-garou de l'Aube. Après, tous les films peuvent pas être top 8. C'est déjà très bien qu'ils soient top 32. Quand même dire que les mecs sont là, hein. Et Alien ou La Mouche, c'est dur, hein. Moi, les deux sont gagnants. J'hésite à conclure là et pas mettre de gagnant. Vous savez pourquoi? Parce que Alien, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Bon, La Mouche aussi, mais Alien a créé... Enfin, techniquement, c'est plus James Cameron, mais on va pas revenir là-dessus, mais Alien a quand même lancé ma saga préférée. Donc j'ai un amour infini pour Alien. Mais en même temps, d'un point de vue horreur pure et d'un point de vue poésie, etc., je pense que La Mouche, c'est ce que j'ai vu de meilleur. C'est-à-dire que Alien est un grand film, mais La Mouche, je me demande si dans l'horreur romantique pure n'est pas supérieur à Alien. Mais Alien est peut-être supérieur tout court à La Mouche. Mais en même temps, j'aime tellement les deux que pour moi, c'est match nul. Je pense qu'on va finir sur un match nul. Ce sera le premier Oufoufou qui termine sur un match nul. Parce que là, comme ça, spontanément, je vous dirais, par amour pour la saga Alien, je vote Alien. Mais tu veux pas voter La Mouche, Seth Brundle, toutes les émotions que j'ai eues, c'est un film culte que j'ai adoré de main de maître. Non, on peut pas. Bon, bah, je vais voter alors. Vous me cassez les couilles. Bah, je vais boire. Faut faire des choix dans la vie. Et je peux faire le choix de ne pas choisir. Non, Alien versus Jurassic Park. Jurassic Park. Non, Alien versus Jurassic Park, Jurassic Park. Mais c'est pas pareil. C'est Jurassic Park. C'est Jurassic Park. Non, non, Jurassic Park quand même. Mais bon. Alien. 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 Mais bon, on va s'arrêter là-dessus. Non, Alien, mais c'est horrible. C'est horrible. Alors que techniquement, il n'y a aucun intérêt à voter pour l'un ou pour l'autre. Merci mon Sean pour les 1000 bits. On est à 13 700, ce qui veut dire, messieurs, dames, que demain, on pourra peut-être aller chercher Daryl Dixon. Il manquera moins de 10 000 bits sur le Beats Goal. Merci beaucoup, mon Sean. Ça fait plaisir. Merci pour les 1000 bits. Ben voilà. C'était bien sympa pour Halloween. Et je suis très content parce que on va se retrouver demain. Demain, il y a live, messieurs, dames. Et alors, il n'y a pas live de merde. Hein. Demain, on est là pour... Alors, à 13h30, prise d'antenne. 14h, on fait du Dead by Daylight. Pour ceux qui ne seront pas là, il y aura évidemment la rediff. Après, on react au trailer de Stranger Things. Et après, à la vidéo de Lucas. Et puis, on verra après s'il n'y a pas d'autre chose. En tout cas, demain, il y a un rancho déguisé en John Cena. Ce ne sera pas piqué des hannetons.
Mais ça va être sympa. Merci encore, mon Sean, pour les 1000 bits. Je vous fais des bisous. Ce live sera évidemment demain sur YouTube, sur la chaîne secondaire, pour justement ceux qui ne l'ont pas vu, pour célébrer un peu Halloween. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Merci d'avoir été là. On a fait plus de 10 heures de stream ensemble, de 13h à 23h, enfin quasi, parce que j'ai fait une petite heure de pause pour manger, mais c'était très sympa. Des bisous et à demain.